17h, bientôt 59 minutes sur CNews, toujours en direct. Merci de votre fidélité. Bienvenue, vous êtes dans Punchline. On est ensemble jusqu'à 20h en direct. Voici le sommaire de ce vendredi soir. Au cœur de la polémique, encore et toujours, Lilian Thuram se défend. Le champion du monde 98 affirme dans une interview sur des supporters de foot italiens que les Blancs pensent être supérieurs. L'ancien international parle d'une polémique malhonnête. Est-ce pour autant la fin de la partie? Pourquoi les propos de Lilian Thuram dérangent autant? On en parle dans un instant. Oui, les aides sociales font baisser la pauvreté en France grâce aux diverses allocations. Le taux de pauvreté est réduit de un peu plus de 8%, et c'est un service de stat du gouvernement qui le dit, mais la dépense des aides sociales explose. Le système est-il tenable? La France est-elle trop généreuse comme l'avancent certains? On en parle là aussi dans une petite demi-heure. Nous ne connaissons pas encore le motif de cet acte. Propos signé il y a quelques minutes Laurent Nunez, le secrétaire d'État au ministère de l'Intérieur, s'est rendu à Marseille en compagnie de Jean-Michel Blanquer. Vous les voyez, il faut dire que la double agression à l'arme blanche ce matin de deux femmes employées dans une école a véritablement marqué les esprits dans la cité phocéenne. L'école est-elle encore en sanctuaire? Le débat, ce sera à partir de 19h. Et puis le diocèse de Paris s'engage à dénoncer les agressions sexuelles à la justice. Accord historique entre l'Église et le parquet de Paris. Ce protocole d'accord peut-il véritablement changer la donne? Est-ce la fin de l'abus de silence? On se posera la question à 19h30. Et on parle de toutes ces questions, toutes ces interrogations tout de suite avec nos invités en plateau. Bonsoir Émilie Zapalski, vous êtes, je rappelle, communicante politique. Bonsoir Damien Fleureau, chef du service politique de CNews. Pierre Ménès du CFC, Canal Football Club, nous a rejoint. Merci d'être avec nous Pierre. Alexis Bachelet, ancien député PS et chef d'entreprise, nous a rejoint, tout comme Guillaume Bigot, politologue et chef d'entreprise. Merci à tous les cinq de nous avoir rejoints dans un Punchline. Et après un entretien accordé au quotidien italien, un Corriere dello Sport, bien connu par Pierre Ménès, portant notamment sur les cris de singe dans les stades, l'ancien footballeur Lilian Thuram est accusé d'avoir lui aussi tenu des propos racistes. Il a été accusé aujourd'hui par la LICRA. Je vous remontre notamment une partie de ses propos. Il est nécessaire d'avoir le courage de dire que les Blancs pensent être supérieurs et qu'ils croient l'être. Les Noirs ne traiteront jamais les Blancs de cette façon, et pour n'importe quelle raison. L'histoire le dit. Et hier, dans une interview à RTL, eh bien, Lilian Thuram a tenu à s'expliquer. Je vous propose de l'écouter. Cette phrase, en fait, est sortie de son contexte. C'est-à-dire qu'on a fait un amalgame de mes réponses sans mettre les questions. En fait, on me posait une question sur les supporters italiens qui étaient racistes. Il faut lire l'article, et je parle pas à toutes les personnes blanches de la Terre. Je dis que ces supporters tirent ce complexe de supériorité de leur couleur de peau, parce que historiquement, il y a une hiérarchie qui a été faite entre les personnes. Mais encore une fois, moi, ce qui me surprend, c'est qu'en fait, d'une interview en italien avec des questions qui sont bien précises, on fait un article où il n'y a plus les questions, où plusieurs réponses sont mélangées, et on finit par dire « c'est ce qu'il a dit ». Le coup de gueule de Pierre Ménès dans un instant. Je vous vois sourire, mon cher Pierre, mais j'aimerais avoir votre sentiment. Émilie Zapalski, tout d'abord. Il a signé la fin de la partie avec cette explication de texte, Lilian Thuram, ou c'est que le début? C'est compliqué. Je pense que là, il patauge un petit peu dans les explications, parce que quand même, c'est quelqu'un qui s'exprime régulièrement dans les médias. Donc, dire qu'il s'est fait avoir par des questions qui ne seraient pas reposées, ça, je trouve que c'est un petit peu limite comme explication. Mais au-delà de ça... On a pris des bouts de texte, peut-être des bouts de phrases, et qu'on en a fait, effectivement, on en a monté toute une polémique. Les journalistes, de récupérer un petit peu ce qu'ils veulent pour faire du buzz aussi, donc il y a cette volonté. Vous regardez Damien Fleureau comme ça, sympa pour lui. Ça commence bien. On vous connaît, monsieur Damien, tout de suite. Monsieur Fleureau, on vous voit faire. Voilà, je pense que là, on peut pas croire que ça soit un débutant des médias et qu'il puisse se laisser avoir comme ça. Après, moi, je pense sincèrement que c'est plus de la maladresse sur l'expression, au-delà de tout ça. Et d'ailleurs, il y a un autre footballeur qui a parlé... Vicage Dorasso, qu'on entendra tout à l'heure peut-être. Qui a exprimé beaucoup plus simplement ce que j'estime être le fond du problème, en disant il y a des Noirs ou des Arabes qui ont beaucoup de mal à trouver des appartements, à trouver des prêts, je ne sais plus quels exemples il a donné, mais qui étaient très précis, très concrets, et en disant, ah oui, les hauts postes, que souvent c'est les Blancs qui récupèrent. Alors il n'a pas dit les Blancs, mais il a dit les personnalités, si, je crois qu'il a dit la culture blanche qui récupère les hauts postes. Donc il a parlé de cette inégalité de traitement, cette discrimination, avant on parlait de discrimination, et qui est
encore une réalité, je pense, en France et dans plusieurs pays européens, j'imagine. Et je pense que c'est de ça dont parlait Lilian Thuram. Simplement, il a voulu... Lilian Thuram, alors, en tout cas, je reprends ses propos, parlait surtout... Ne vous arrivez pas tout de suite, Pierre. Il parlait des supporters italiens, parce que depuis une semaine, on sait qu'il y a beaucoup d'affaires en parlant là-bas. de la supériorité des êtres blancs, en gros, par rapport aux êtres noirs. Mais moi, je pense que le problème... là, on fait une polémique sur une expression malheureuse, alors que le problème de fond, il est bien là et il est réel. Et ces cas pratiques dont a parlé l'autre footballeur sont réels dans la vie courante. Il y a ce type de phénomène et on ne peut pas cacher, à mon avis, ce type de phénomène et de problématiques qu'on a à traiter sous réserve que Lilian Thuram, tout d'un coup, deviendrait raciste anti-blanc. Lilian Thuram vous a convaincu, Pierre Ménès ? Oh non, ça fait longtemps qu'il ne me convainc pas dans ce domaine. Alors déjà, sur l'interview, on a l'impression qu'il est au monde. Hein. Il a été champion du monde il y a 21 ans, donc c'est pas un débutant. Il sait très bien que la presse écrite fait des condensés, mais pas toutes les questions, parce qu'il faut quand même que ce soit quelque chose qui soit agréable à lire. Et la traduction aussi, puis, parce que c'était je ne vous cache pas qu'il y a quand même pas mal d'interviews dans ma carrière que j'ai fait avec des footballeurs, où j'ai transformé mes questions en réponses pour que ce soit à peu près lisible pour le lecteur. Oui. Alors, Mais sur un sujet comme ça, Pierre, soyons sérieux, sur un sujet comme ça. C'est pas le cas de Lilian, qui est quand même qui fait partie des cadres des footballeurs intelligents, mais il est raciste. Je suis désolé de le dire. Vous êtes sur la même ligne que la LICRA, les propos tenus hier par Lilian Thuram, même s'il dit qu'il cible effectivement ses supporters. Je connais beaucoup de ses amis qui sont même eux-mêmes déjà saoulés par cette rhétorique perpétuelle de Thuram, qui passe son temps à parler de ça, qui en a fait quasiment son business. Il fait des livres là-dessus, il fait des conférences rémunérées là-dessus. Et puis c'est quand même le même mec qui, après la victoire en 98, a dit dans le vestiaire, venez les gars, on fait une photo entre blacks. Et d'ailleurs, Franck Leboeuf et Christophe Lugari lui ont dit, mais qu'est-ce que tu dirais si on disait, viens, on fait une photo entre blancs. Donc, c'est son fonds de commerce. Il n'est pas. Mais alors, qu'est-ce qu'il aurait dû dire, s'il vous plaît, Pierre ? Parce que, encore une fois, vous connaissez par cœur le dossier de ses supporters italiens. Déjà, a vu que. Déjà, il a joué 10 ans en Italie, visiblement, ça l'a jamais gêné. Et puis voilà. Et puis l'Italie est dans un contexte politique quand même très spécial. On peut pas dire que les gens qui dirigent l'Italie actuellement soient des grands démocrates. Oui, enfin, c'est pas nouveau. Alors, vous avez parlé de Salvini qui est parti du gouvernement il y a pas longtemps, mais c'est quand même pas nouveau. Non, c'est pas nouveau, mais. L'Italie. Mais voilà. L'année dernière, Blaise Matuidi, avec la Juventus de Turin, Blaise Matuidi et Mosekin, qui est parti à Everton, ont été insultés. Ils ont été recadrés par quelqu'un de leur club. Un de leurs coéquipiers sur le terrain. Donc le problème, en Italie, il est bien plus profond qu'ailleurs. Et en cela... Mais alors, il met pas le doigt sur quelque chose, Lilian Thuram ? Non, mais on n'a pas besoin... Il mélange tout ? Mais on n'a pas besoin de Thuram pour mettre le doigt sur le racisme en Italie. Tout le monde le sait. Porte-parole de cette cause. Il faudra en choisir un meilleur, alors. Alexis Bachelet. En fait, ce qui est étonnant, c'est que ça prend des proportions quand même un peu étonnantes. Alors pourquoi, d'après vous ? Je pense que d'abord, le sujet est extrêmement sensible parce que ça touche en priorité la question du racisme dans les stades. On sait que l'Italie est un pays qui est particulièrement en pointe, et je mets des guillemets sur le en pointe, dans les propos racistes, et en particulier dans la négrophobie, c'est-à-dire il cible quand même, je crois que c'est le stopper de Naples, qui avait aussi eu Koulibaly, qui d'ailleurs s'en était ému pendant un match. Enfin bon, il y a donc une répétition quand même, un contexte extrêmement préoccupant, particulier. C'est vrai qu'il y a d'autres problèmes dans d'autres pays, mais reconnaissons-le, il y a un contexte italien qui est particulièrement préoccupant de ce point de vue-là. Et donc, ma foi, Lilian Thuram, qu'est-ce qui a choqué véritablement ? Qu'est-ce qui a choqué dans les phrases de Lilian Thuram ? Parce que là, on parle des supporters italiens, mais concrètement, hier, pendant toute la journée, on n'a pas parlé de ça. Lilian Thuram, il peut se sentir concerné au moins à deux titres. D'abord, il a joué longtemps en Italie, ça a été dit, à Parme, puis à la Juventus. Même à 3 titres même. Il a été joueur de l'équipe de France, donc c'est vrai, quand on a porté ce maillot et quand on a été champion du monde, quand on dit quelque chose, absolument, on a des obligations, mais on a aussi, et la troisième chose, c'est qu'il a décidé, et c'est rare dans le monde du football, ils ne sont pas nombreux, de s'engager pour une cause. Alors on peut dire, c'est du communautarisme, c'est toujours la même chose, etc. Mais enfin, après tout, il n'était pas obligé de le faire. Il a bien gagné sa vie, il aurait pu faire comme d'autres champions du monde, être consultant, faire une carrière, continuer peut-être à être entraîneur, etc. Il a pris un choix de s'engager, il est souvent dans les écoles, il est souvent dans les collèges, il a une association, il écrit parfois des livres. Bon, et effectivement,
là, il y a eu un dérapage, ou en tout cas un propos qui a été mal cadré. De là à en déduire que Lilian Thuram serait devenu raciste, que maintenant il faudrait le vouer aux gémonies, je trouve qu'on y va un tout petit peu vite et qu'il y a des gens qui tiennent sur des plateaux de télé ou ailleurs des propos autrement plus graves pour l'égalité entre les hommes et la paix dans le monde que Lilian Thuram, et à qui qu'on ne jette pas comme ça, de cette manière-là, aux orties. C'est aussi parce que c'est Lilian Thuram. Ah bah oui, il est on champion est d'accord. du monde. C'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui, voilà. Mais moi, il y a quelque chose qui me gêne toujours dans le discours de Thuram, c'est quand il parle de racisme, il parle toujours du racisme contre les Noirs. Vous avez déjà parlé avec lui d'ailleurs, ça Vous avez déjà parlé avec Lilian Thuram? Non. Franchement, non. Non. Pourquoi vous dites ça comme ça, Pierre? J'ai pas envie de parler de ça avec lui. Parce que pour lui, il a son idée d'arrêter, c'est ce que vous me dites, et Comment que pour lui, il a une idée d'arrêter sur le sujet. Ce que je vais vous dire là, c'est que le vrai C'est-à-dire problème, en tout cas en France, dans le foot, c'est le racisme anti-blanc. Ouais. Il n'y a pas que dans le foot. J'invite les gens Dans les cités à prendre leur voiture et aller faire le tour des matchs en région parisienne le week-end. Ce que vous faites? Qui m'arrive d'avoir. Je pose la question, Pierre. Je sais que vous êtes au CFC le soir, mais peut-être que le matin. Non, mais je suis. Il y a quelques jeunes qui me demandent des conseils et que je vais voir assez souvent. Et ben, je veux dire, allez voir ces matchs-là et compter les blancs sur le terrain. En général, il y a le gardien de but et l'arrière droit. Donc pour vous, aujourd'hui, le problème dans le football en France, en tout cas chez les jeunes, c'est le racisme. Non, mais c'est anti-blanc. pas On ne possible. peut pas comparer ça. Ça n'a rien à voir. Moi, ça me choque vraiment qu'on soit sur cette ligne-là, parce que Allez-y, Emilia, ensuite, Guillaume. là, on est sur des compétences, des talents. On choisit quand même pas des équipes n'importe comment. Je pense qu'on pas va chez pas. les jeunes. Pas chez Non, les mais jeunes. on va pas Si pousser vous des jeunes noirs plutôt que des jeunes blancs on les pour pousse pas. rien, On les pousse parce pas. qu'ils sont Ah, non, compétents, on les ils ont pousse peut-être Donc, plus c'est de pas du talent que racisme. d'autres. Je sais pas. Ça serait de choisir, d'écarter les uns pour privilégier Mais les je autres. trouve que Non, mais c'est après, rajouté. C'est une question d'accès. C'est une question Et bien d'accès. tant mieux si au moins sur Je vais vous donner un exemple au moins très sur précis. cette discipline, Je vais vous donner si les noirs peuvent je vais vous donner un exemple très Moi, je précis. trouve que c'est bien. Celui de mon fils, que j'ai essayé de mettre au foot. Il n'avait aucun talent, mais j'ai essayé de le mettre au foot, évidemment. Il est allé. Et il a dit, au bout de 2 fois, il a dit, papa, j'y vais plus. J'ai dit, mais pourquoi tu vas plus? Il me dit, on me parle pas, on me dit pas bonjour, on me passe pas la balle, on prend pas la douche Eh avec bien, moi. combien de Noirs et d'Arabes deux. vivent ça pour un travail, Non, ne non, serait-ce que pour... Non, mais Pierre, faut mais arrêter, on- pour mais un c'est pas un peu appartement. Mais on parle pas de ça, on parle pas de mais ça. bien sûr. Est-ce que pour autant il faut Pour généraliser, les Pierre? Vous me parlez de votre appartements, fils, c'est un pour les exemple parfois. concret. Est-ce que pour autant il faut généraliser? Est-ce que dans toutes les banlieues, non, mais dans toutes les villes aujourd'hui, ça se passe comme ça? Non, mais regarde, le PSG, regarde le PSG a été taxé de racisme par Mediapart. Oui. À un moment où l'équipe des U19 était composée de 11 Noirs. De quoi on parle? Non, mais De quoi on après, parle il y a un rapport. Que le racisme anti-blanc existe, on entend tous parler de Babtou, des choses comme ça, c'est possible. c'est vrai que c'est possible, c'est une réalité. C'est une réalité, mais vous la plaît pas, mais mesure, c'est une le réalité. volume, si vous voulez, il est pour l'instant dans l'autre sens. Non, En vous tout cas, vous en trompez, France. vous vous trompez. Excusez-moi. Ça ne veut- mais ça ne veut pas. ça peut faire le volume. Je vais vous répondre. Le volume, C'est c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont noires ou arabes qui souffrent du racisme en France que de on blancs peut faire qui preuve souffrent d'un du peu. racisme. On peut faire preuve. C'est condamnable dans les Exactement, deux on peut sens. faire preuve d'un peu Voilà. de subtilité Juste, quand même. laissez-moi finir. Les deux sont possibles. Je pense que le curseur, c'est Malheureusement. normal qu'on le positionne aussi loin, et c'est peut-être ces propos malheureux de Lilian Thuram pour exprimer ça, parce que pour l'instant, il faut rééquilibrer ça, et je pense qu'il y a plus de racisme pour C'est là où vous vous trompez. à ces mon sens. populations. Allez voir des gens. Mais alors quand ils demandent un appartement, comment vous mesurez ça c'est- aujourd'hui, c'est- Guillaume Hugo? Parce que Oh, vous nous dites c'est très. concrètement. Alors, fort heureusement, et je m'en félicite, dans notre pays, en République, on ne peut pas faire des statistiques ethniques, comme vous le savez, en fonction d'origine. Il suffit de regarder les hauts gens. postes. C'est un peu Donc- comme les femmes. Il suffit de regarder. C'est pas compliqué. Bon, bah oui, mais en proportion des gens qui sont d'origine africaine en France, c'est pas complètement aberrant non plus. Je vous rappelle qu'il y a des ministres de la République sous De Gaulle qui étaient d'origine africaine. Je vous rappelle que dans le mouvement de la résistance, par exemple gaulliste, dans les années 42-43, il y avait des gens dans les colonies qui avaient déjà des responsabilités éminentes. Oui, mais Léopold c'est Sédar toujours Senghor, dans des- ancien élève de l'école C'est toujours dans des normale, proportions moindres. ancien élève de l'école normale supérieure, Léopold Sédar Senghor, inventeur d'ailleurs de la négritude, était passé par les plus hautes écoles de la République française. Il était né au 19e siècle. Vous vous rendez compte? Donc si la France a inventé quelque chose en matière de racisme, Pour autant, il y en a le beaucoup, racisme Guillaume Hugo, est pour reprendre sa question, malheureusement, parce que- Claude Au Lévi-Strauss niveau nous de l'a la appris, proportion, l'anthropologie nous l'apprend, malheureusement le racisme est quelque chose d'assez répandu chez les êtres humains. Si la France a inventé quelque chose à cet égard, c'est plutôt d'avoir inventé l'antiracisme et le d'accord. concept. Mais est-ce que, C'est pas- excusez-moi tous les deux, est-ce qu'au final cette discussion ne Mais devient revenons pas, à c'est pas la Thuram, première fois que je l'entends, est-ce revenons à que Thuram, si cette vous voulez discussion, ce débat, au final, n'est pas inquiétant, puisqu'on est là en train de mesurer les différents racismes, mais pour moi, il y a
C'est ma Oui, c'est le conviction même. personnelle. Vous avez raison. C'est le même. Bêtise. On est en train de se demander si le racisme Bien sûr. anti-blanc est plus fort que le racisme anti-noir ou anti-arabe. Vous voyez ce que je veux dire? On va pas faire des Olympiades là-dessus. Non, je pense que le On était problème parti de pour, j'ai Thuram, l'impression. Ouais. Le problème de Thuram, c'est pas que ça a été un très grand joueur et il m'a fait vibrer comme beaucoup de nos concitoyens et c'est pas non plus ses origines africaines, c'est le fait que malheureusement il ressemble un peu, il a des lunettes comme Harry Potter, il a une tête d'un télo. Seulement le problème c'est que c'est un joueur de foot. Oui, enfin, je parlais de ses origines, mais on s'en fiche, il est français. La question c'est plutôt qu'il ressemble à un intello et qu'on lui a confié un certain nombre de responsabilités et que malheureusement c'est pas la première fois où Thuram passe l'occasion de se taire. En 2005, quand il y a eu des émeutes dans les banlieues, Thuram a dit « Ah, il ne faut pas les traiter de racailles, etc. » Ça a flambé dans les banlieues. En 2006, il a dit « Il ne faut pas expulser, j'allais dire, déporter des sans-papiers. » Non, mais il est complètement fou. Il ne se rend absolument pas compte, je suis d'accord avec Alexis, de la portée de ses propos. Cet homme... C'est un ancien sportif qui s'engage? Alors, il a eu... Non, Pardon, c'est un ancien sportif qui s'engage au final, non? Oui, mais le problème, c'est qu'on l'écoute. On l'écoute comme un intellectuel, on l'écoute comme quelqu'un qui a une pensée. On l'écoute comme quelqu'un qui a une pensée et dont la pensée serait particulièrement articulée. C'est pas le cas. Il y a des gens, si on veut prendre des gens d'origine africaine, d'origine dom-tom, qui sont des gens qui ont une pensée construite, on peut en trouver en France. C'est pas un problème. Mais c'est pas Lilian Thuram. C'est simplement parce qu'il est symbole. C'est un people. Allez, je vais vous faire écouter. On va faire plaisir justement à Pierre Ménès. On va écouter sans plus tarder Vikash Dorasso, ancien international, ancien lyonnais. Peut faire plus plaisir. Qui était chez nos confrères d'Europe 1. Et lui, il soutient à 100% Lilian Thuram. Je vous propose de l'écouter. Mais non, mais il a raison et je valide les propos de Lilian Thuram. En fait, il y a un problème d'éducation en France. Il faut expliquer l'esclavage, il faut expliquer comment ça s'est passé. Les cris de singe, c'est histoire de montrer que Lukaku est un animal. Thuram. Effectivement, on vient d'écouter cette phrase animée sur ce plateau. Vikash Dorasso, lui, il n'est pas crédible, Vikash Dorasso, vous me dites, c'est ça, Pierre Ménès? Pierre. Alors, donc les sportifs, ils ne peuvent pas parler de racisme. Si vous voulez prendre des gens de l'Académie française et leur faire jouer un match de foot, évidemment, on va rigoler 2 minutes. Mais chacun dans son domaine. Mais pas du tout, madame, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, si vous prenez Alain Finkielkraut, vous faites jouer une finale de Coupe du Monde, tout le monde va se poiler, effectivement. Mais il dit beaucoup de c'est pas le bêtises, sujet. Finkielkraut J'ai pas dit qu'il n'en disait pas. J'ai dit qu'il avait une pensée et qu'il réfléchit à ces questions. C'est pas le cas de Thuram. On peut être d'accord ou pas d'accord. Pierre, ne l'empêche pas de passer par l'Académie française pour parler de racisme, ça va être... C'est de la caricature, c'est une comparaison. Sur Dorasso. Comparaison n'est pas raison. Déjà, je trouve pas Thuram très crédible, mais alors Dorasso, c'est pire que tout, quoi. Dorasso, c'est le mec qui roulait en Aston Martin quand il était joueur et qui aujourd'hui joue au petit frère des pauvres. Oui, parce que vous l'avez vu, vous parlez bien sûr parce qu'il défile aux côtés des Gilets jaunes. Il n'y a rien qui me débecte plus. Voilà. Le mec, mais sur la question, quand il a joué au foot, il s'est gavé de pognon comme les autres. Il a joué à Bordeaux, au PSG, à Milan. Voilà. À un moment donné, il faut aussi avoir un petit peu de pudeur par rapport à. En fait, on a. Oui, mais là, il parle de question de racisme. C'est quoi le rapport, Pierre? Je comprends pas. Ah non, mais c'est pas. Non, mais tu me demandes ce que je pense de Dorasso, je te le dis. Ah oui, non, ça j'ai compris. Mais sur ce qu'il dit, parce qu'effectivement, il soutient. Parce que comme on était en train de se pigner pendant qu'il parlait, j'ai pas écouté. Il est 100% d'accord avec ce que dit Lilian Thuram concernant l'ambiance dans les stades et les supporters. Les supporters qui, pour lui, ces supporters italiens sont racistes. Mais personne ne remet ça en cause. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Mais Lilian Thuram, quand Mosekin et Matuidi ont eu droit à des cris de singe, machin, il l'a pas ouvert, il devait être en vacances à ce moment-là. Ou alors on n'avait pas appuyé sur le bouton à ce moment-là. C'est bien qu'il y ait un porte-parole. Simplement, c'est la question du porte-parole. Alors vous le trouvez pas assez intelligent, pas assez intello, pas assez ou trop ou pas. Il y a un moment où il a peut-être rien à perdre sur ça parce qu'il a en effet sa carrière derrière lui, qui prend la parole sur ça. Il faut bien qu'il y en ait qui prennent la parole. Il écrit un livre. Alors oui, il se fait de l'argent, mais il fait parler de ça aussi. Et moi, je vais vous répondre. Vous avez des femmes. Là, je reprendrai l'exemple sur les femmes. Là, en ce moment, on parle des violences conjugales. Il y a des femmes battues qui témoignent. Elles sont pas plus ou moins intelligentes que personne. Simplement, elles témoignent de cas concrets et de choses qui leur est arrivé. Bien sûr. Et elles parlent, et pour une fois, on commence à en parler sérieusement. Je ne sais pas s'il y aura des actes qui seront donnés à la suite, mais en tout cas, on en parle, et il y a un moment où ces sujets-là, ils sont importants en France. Il faut arrêter de se voiler la face. Le problème avec aussi cette polémique, c'est que, et d'ailleurs, Lilian Thuram en parle, il parle aussi des actions qui sont faites, notamment en France, alors contre le racisme, contre l'homophobie, et ce débat-là, il est aussi, du coup, un peu passé sous silence à cause de ses propos maladroits, et c'est aussi un peu dommage parce que. Donc il s'est planté. Oui. Ben, au moins, il en fait parler. Là, on est en train de débattre du racisme dans les matchs. Mais alors, vous me dites quoi, que Thuram, au final, est tombé dans son propre piège? Ah oui.
Ouais. Moi je pense que sur la rhétorique, Sans doute dans la communauté. On voit que la DICRA monte au créneau aujourd'hui pour vous. Sur la rhétorique, sur l'expression, il s'est en effet un peu emmêlé les pinceaux, mais sinon sur l'acte de revendiquer le débat sur ce problème-là, il ne s'est pas trompé. Regardez, on est en train d'en débattre et ça fait un moment... En tout cas, il a réveillé la LICRA, ce qui est méritoire. Une performance, c'est ça? Mais profondément. Ouais. Alexis Bachelet. Non, mais bon, je veux dire, je trouve qu'on essaye un petit peu de réduire le débat à la personnalité de Lilian Thuram ou de Vicage Dorasso. Franchement, c'est pas ça le sujet. Voilà. Et puis en plus, je trouve que Guillaume Bigot dit parfois des choses pertinentes. Mais enfin là, le côté mépris vis-à-vis de joueurs de foot, moi j'ai connu ça. Ça fait des années que je m'intéresse au sport. Et les propos que tu tiens, c'est ce que j'entendais. C'était mainstream il y a 20 ans. Les joueurs de foot, c'était tous des abrutis. Jamais dit Ils n'avaient rien dans le cigare. Je l'ai jamais dit. Si. Non. Son propos, mais non, son propos est teinté. Je l'ai jamais Oui, il n'a dit. pas fait l'Académie française. Bah oui, il n'a pas fait l'Académie française. Arrête, Mais enfin, excuse-moi. caricature. Jamais dit ça. Il y avait cette idée que sa parole n'était pas légitime parce que c'était un ancien footballeur qui n'était pas un intellectuel. Tu l'as dit comme ça. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Je l'assume. Je pense que ça ne veut pas dire que les footballeurs sont idiots. En aucun cas. Ça veut dire c'est un procès qu'on n'a pas fait à Antoine Griezmann. Pardon, Guillaume, je trouve que ça affaiblit la portée de ton propos parce que, encore une fois, Lilian Thuram, certes, il a été joueur de football, il était plutôt pas mauvais, mais il a fait d'autres choses dans sa vie depuis. Moi, il se trouve que son livre Mes étoiles noires, je l'ai lu. C'est un livre qui dit très bien, qui explique très bien un certain nombre de choses. Il dit que quand il était enfant vivant en France, il n'avait pas de figure qui lui ressemblait dans les médias, dans la politique, etc. Et c'est difficile aussi pour un enfant. Mentalement par les Américains en faisant ça, bien sûr. Il importe le communautarisme américain. Mais non, il importe des problématiques qui sont traitées d'une manière aux États-Unis. Il importe en France des sujets qui sont traités d'une certaine manière aux États-Unis, parce qu'ils sont dont moi je les traite pas, mais qui en France sont tabous et dont on a du mal à parler et tu en es l'illustration. Voilà. Je n'arrive pas à parler tranquillement tout de suite. Émilie Zapalski, personnel, le gars, d'où il vient, d'où il parle. Émilie Zapalski. Écoute, il a un parcours. Il peut en dire, mais toi aussi tu dis des bêtises. Et plus on s'exprime, plus on dit des bêtises. Mais malgré tout, c'est pas parce que à un moment donné il dit une connerie que ça remet en cause l'intégralité de son propos ni de son expérience vécue. Regarde, madame à côté de moi a dit... Antoine Griezmann s'est engagé, il a fait la sur couverture de Tétu. J'ai pas entendu une seule personne le reprendre de volée comme Thuram se fait reprendre de volée. Ça veut bien dire pour moi que Thuram a dit des conneries. Griezmann s'est fait prendre de volée sur le blackface. Comment? Thuram à la grosse tête. Il a fait un blackface. Ça date pas d'hier. Hier, je suis désolé, mais il y a eu c'est vrai qu'il y a l'histoire du blackface. Griezmann, il s'est excusé d'ailleurs quand il s'est grimé sur la en personne. Voilà. Blackface, oui. Donc ça veut dire qu'il est quand même pas sur la couverture de Tétu. Pas de cadeau à personne. Effectivement, quand quelqu'un fait une connerie. Moi j'avais pris la défense de Griezmann à cette époque parce qu'il faut connaître Griezmann, connaître à quel point il est fan de NBA. Et que si Griezmann, d'abord il se déguise en Harlem Globetrotter, je suis désolé, trouvez-moi un Harlem Globetrotter blanc. Voilà, mais effectivement, là, il paraît que c'était moi, je pense que c'est quand même raciste. Au final, qu'est-ce que cette affaire révèle, si on peut parler d'affaires? Moi, j'ai l'impression que c'est un débat qui est douloureux. On sent que c'est épidermique quand même. Moi, j'ai l'impression que c'est très douloureux. Ça fait une bonne émission, Patrice, c'est ça qui compte. C'est une bonne émission. C'est plus grave que ça, je pense, parce que moi, je suis blanche, je me sens solidaire de ça, parce que je me dis, si mes enfants avaient ces problèmes ou sur les matchs de foot se font traiter de singes, c'est grave. C'est pas seulement Thuram raciste par raciste. C'est très grave, enfin c'est insupportable. Alors tout à l'heure vous disiez il a joué en Italie pendant des années. Ben oui, mais moi si je travaille dans une entreprise qui supporte pas les femmes, je suis bien obligée de gagner ma vie. Je vais pas tout d'un coup dire je m'en vais parce que cette entreprise est complètement sexiste. Je pense s'il n'avait pas supporté, il pouvait jouer ailleurs. Oui, mais c'est quand même. Le niveau qu'il avait, il pouvait jouer. C'est pas un modèle de dire alors puisque les gens sont racistes, je m'en vais puisqu'ils ne supportent pas les noirs, je m'en vais. Il a combattu. Parler de ce qui se passe en France. Alors, parlons-en. La dernière expression de racisme qui s'est passée, c'est Prince Guano, le défenseur d'Amiens, qui s'est fait insulter à Dijon. Le match a été arrêté. Le mec qui l'a insulté s'est fait choper, a été mis en examen. On en est là. On en est là. Et d'ailleurs, Thuram le souligne bien dans son interview. Thuram le dit bien. Pour tirer la sonnette d'alarme, c'est pas vrai. Mais s'il n'y avait pas des Thuram et des lanceurs d'alerte, on ne le ferait pas. Regardez comment on le fait difficilement. Il y a des gens qui disent arrêtez les matchs. C'est compliqué, c'est pas la solution. On en parlait encore il y a pas longtemps. C'est jamais la bonne solution pour l'instant. Le président de la Fédération française de football trouve lui aussi que c'est pas une solution. Oui, mais peut-être qu'on n'a pas encore trouvé les solutions.
d'accord. Au Royaume-Uni, pour dire ils quoi. excluent. Ils prennent les gens. Violence, pas violence, racisme, pas racisme. Il n'y a jamais de problème de racisme en Angleterre. Ils en ont exclu un il n'y a pas longtemps. C'était sur l'homophobie. Oui, voilà. Il suffit. En tout cas, ils ont des pratiques très. Il y a, à mon avis, à juste titre, une hypersensibilité de la société aujourd'hui à ces questions. C'est normal, parce que la j'ai question dit à est juste encore titre. importante. Vous écoutez ce que je dis? Donc à juste titre. Donc c'est normal. Donc c'est inacceptable. Le racisme est inacceptable. Les gens sont sanctionnés très rapidement, etc. C'est pas le sujet. Pas du tout. Je dis simplement qu'il s'avère qu'il parlait de l'Italie et je constate que Thuram lui-même a tenu un peu à mettre un peu d'eau dans son vin. Il a, dans cette interview sur RTL, il a recadré un peu les choses. Il a dit mais on n'a pas vu le contexte dans lequel je m'exprimais. Donc il a bien compris que lui-même avait été trop loin. En quoi a-t-il été trop loin? Parce que c'est quelqu'un qui... Il a peut-être juste dit qu'il fallait lire l'article en italien en entier. Exact, d'une part. Mais c'est vrai, c'est tout à fait... Il faut être suffisamment intelligent pour comprendre l'italien et le parler. Je dis simplement qu'il est tout à fait caractéristique de l'importation dans notre pays. Ça ne correspond pas à notre culture, ni à notre histoire, ni à ce que nous sommes. Parce que si on est français, si on prend le terme de français au sérieux, ça veut dire que pour nous, on ne fait pas de différence de race. Ça n'a pas d'importance. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de racisme. Je dis que simplement, ce n'est pas dans notre culture historique et politique. Et Lilian Thuram, comme beaucoup, malheureusement, c'est la mode du communautarisme. C'est une influence qui vient des États-Unis d'Amérique, comme ce pays était marqué par l'histoire d'esclavage, comme ce pays est très raciste, que jusqu'aux années 70, il y avait quasiment, admettons, les années 60, faut pas exagérer, une véritable discrimination raciale aux États-Unis. Il y a toute une espèce de hargne, en fait, de la communauté afro-américaine, comme on dit, contre le mainstream. Et il a importé ça. C'est le communautarisme. Et il en est un peu le porte-parole, malheureusement. On c'est tout ce que je dis. sur ce sujet. Je vous reprécise que ce soir, vous pouvez voir ou revoir un documentaire exceptionnel signé de la rédaction de CNews. Bien sûr, c'est Emmanuel Macron, avec Emmanuel Macron dans les coulisses du G7. Le rendez-vous est pris, 22h35. Vous l'avez vu, Pierre, ou pas? Je vous conseille 2 jours au G7. Effectivement, toutes les coulisses, notamment pour voir l'arrivée secrète du ministère des Affaires étrangères iranien ou encore la passe d'armes avec le président brésilien Jair Bolsonaro, doc signé Loïc Signor ou encore Fabrice Elsner. Le rendez-vous est pris 22h35 en direct sur CNews. Ne bougez pas. Autre question, autre dossier épineux. Les prestations sociales. La France est-elle trop généreuse? On en parle dans un instant. À tout de suite. 18h passé de 33 minutes, la suite de Punchline, toujours en direct sur CNews, toujours avec Damien Fleureau, Pierre Ménès, Alexis Bachelet, Guillaume Bigot et Émilie Zapalski. Merci à tous les 5 d'être avec nous ce soir. Prestations sociales, la France est-elle trop généreuse? Les prestations font baisser de 8 points le taux de pauvreté en France. En cette période délicate pour les comptes publics, l'équation semble de plus en plus compliquée. Est-on sous pure fusion? Bonsoir Gauthier Lebret, on va faire le point avec vous. Un éclairage des prestations sociales en chiffres pour la France, ça donne quoi? On a les chiffres pour 2016, je crois. Bonsoir Patrice. Premier chiffre, 8. 8 800 000 Français bénéficient de ces prestations sociales et touchent en moyenne 345 € par mois, ce qui permet de faire baisser de 8,2% le taux de pauvreté en France. Il est donc de 14% au lieu de 22,2%. Les Français considérés comme pauvres perçoivent en dessous de 1 026 € par mois. Ces prestations sociales comprennent les minima sociaux, les allocations changement, les prestations familiales et également la prime d'activité. Maintenant, si on élargit ce cercle et qu'on cumule toutes les aides sociales, incluant les retraites, les soins de santé et le chômage, la France a dépensé en 2016 en prestations sociales plus de 700 milliards d'euros, soit 34% de son PIB. Et si on s'en tient au PIB, selon Eurostat, c'est un record en Europe. En comparaison, l'Espagne a dépensé en 2016 24% de son PIB en aide sociale, contre 26% pour le Royaume-Uni, mais la pauvreté y est nettement plus élevée. Merci Gauthier Lebret. Émilie Zapalski, plus de 700 milliards d'euros, soit 34% du PIB. La France est trop généreuse? C'est pas, c'est notre philosophie de toujours avoir redistribué. Il faut s'en féliciter, justement. Voilà, ouais. je pense que ça a toujours été notre philosophie. Maintenant, peut-être qu'on est arrivé à un moment où il faut réfléchir à ça. Et d'ailleurs, c'était l'objectif du gouvernement de travailler sur les prestations sociales, d'aller vers quelque chose d'unique. Mais c'est peut-être des choix qu'il faut faire. Et la crise des Gilets jaunes a montré ça. C'est-à-dire que personne n'est vraiment satisfait. Il y a une perception qui n'est pas à la hauteur de la réalité, parce que la France aide beaucoup. Et on arrive, vous l'avez dit, à réduire le taux de pauvreté grâce à ça. Mais peut-être que c'est le sens de
qu'est-ce que l'État, le fameux État-providence, va financer et où il va aider, et peut-être où il se retire, au profit peut-être d'acteurs privés. Il y a peut-être cette bascule. Pôle emploi, je prendrai juste l'exemple de Pôle emploi sur le chômage, avait essayé d'avoir des opérateurs privés de placement, ça n'a pas fonctionné. Mais il y a peut-être des endroits où la délégation de services publics, peut-être que le privé peut faire à des endroits mieux, et du coup l'État se réserver sur d'autres tâches. Il y a vraiment ce choix, et j'ai l'impression qu'on recule le moment de faire cette mise à plat des services publics et des prestations et de se dire réellement qu'est-ce qu'on met en responsabilité pour l'État, qu'est-ce qu'on abandonnerait éventuellement et qu'est-ce que ça aurait comme conséquence. Et il y a une distribution un petit peu, on l'a vu avec les APL, on baisse, non on monte, ça fait un scandale. Donc on est sur du coup par coup qui ressemble un petit peu à la politique d'Emmanuel Macron depuis la crise des Gilets jaunes, mais on n'est pas sur une réflexion d'ensemble qui demande beaucoup de courage, beaucoup de calcul forcément sur ce que ça peut donner sur la population pour éviter que le taux de pauvreté réaugmente évidemment. Et puis il y a la réduction des inégalités parce qu'au-delà des allocations, on en a parlé, toujours pareil, sur la crise des Gilets jaunes, les taxes, on a parlé du diesel, il y a tout ça qui s'ajoute et là qui n'est pas pris en charge par l'État et les gens pauvres ou riches sont confrontés à aux mêmes contraintes. Dépenses totales à hauteur de 34% du PIB, on imagine que ces chiffres doivent inquiéter un petit peu Bercy en cette période de disette sur le plan économique, si je puis dire, parce que clairement ce budget est très conséquent et on ne peut pas avoir une logique au cas par cas uniquement comptable, mais c'est vrai que s'attaquer à ce dossier, c'est très sensible. On se souvient quand même qu'Emmanuel Macron avait dit ça nous coûte un pognon de dingue, toutes ces aides sociales. C'était au mois revenir le pognon de dingue. Au mois de juin 2018. On se souvient aussi de la polémique. On l'avait largement commenté ici même sur ce plateau. Et aujourd'hui, la fusion justement de ces prestations sociales pour tenter de mieux les diriger, de mieux les distribuer vers des publics cibles, eh bien, on y va, mais le chemin est très lent et très difficile parce que dès qu'on commence à toucher à ne serait-ce qu'une prestation sociale, par exemple les APL, et qu'on touche au curseur, eh bien, ça crée des polémiques. Pierre Ménès. La France n'a pas fait un emprunt, là un emprunt record. Oui. Les taux sont très bas là, emprunt record. Même si les taux sont très bas, ça reste un emprunt. Je vous dis ce qu'a dit Bruno Le Maire. Oui, d'accord. Il vaut mieux vendre l'aéroport de Paris. L'argent, ça reste un gros emprunt. Ça veut dire que c'est quand même pas cher. C'est pour boucler le budget, quoi, si j'ai bien compris. Donc ça prouve qu'il y a un problème. Alors le problème ne vient peut-être pas de là, mais le budget de la France n'est plus équilibré depuis 1979. Alexis Bachelet, est-ce que c'est encore tenable ? Non, mais en fait, déjà, est-ce qu'on a encore les ambitions de nos moyens ? Il faut distinguer deux sujets. Et déjà, il y a aide sociale et prestations sociales, c'est pas forcément la même chose. Oui, d'accord. Parce que quand on dit 34% du PIB et qu'à l'intérieur on met la sécurité sociale et les retraites, je rappelle quand même que la sécurité sociale et les retraites, nous cotisons. Et les gens cotisent. Donc c'est un droit qui a été ouvert suite à cotisation. Les aides sociales, en revanche, c'est des choses qui sont données de manière parfois inconditionnelle, mais en réalité, c'est toujours conditionné. Même le RSA, il faut remplir un dossier. Et d'ailleurs, on estime qu'il y a 30 à 40% des gens qui pourraient bénéficier du RSA qui n'en bénéficient pas parce qu'ils n'en font pas la demande. Et c'est pareil pour les APL, et c'est pareil pour la CAF. Il y a des conditions de revenus, il y a des conditions de situation familiale. Le taux de non-recours, d'ailleurs, c'est un sujet parce que justement, ça fait partie de ces dossiers-là que, notamment au moment de la crise des Gilets jaunes, Emmanuel Macron avait dit qu'il faut simplifier, aider. Non, mais ce que je voulais démontrer, c'est que parler de 34% du PIB, 700 milliards, ça n'a aucun sens. Pourquoi ? Parce que je viens de dire. Parce qu'on met dedans des prestations qui sont versées suite à une cotisation. Je suis d'accord, Alexis Bachelet, mais quand on compare avec les autres pays européens, voire les autres pays dans le monde entier, on voit que la France est la championne du monde, effectivement, de ces dépenses publiques sociales. Non, d'abord, elle n'est pas la championne du monde, parce que si vous allez en Suède, si vous allez en Norvège, si vous allez même au Danemark, il y a des pays où c'est encore supérieur. En revanche, je vous invite à aller aux États-Unis. Parce qu'on peut aller dans un pays où, effectivement, les aides sociales sont proches du néant. Et vous allez aux États-Unis, et qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez des personnes qui travaillent jusqu'à 80 ans, 85 ans, moi je l'ai vu dans des supermarchés. Qui ont 3 jobs. Est-ce qu'on trouve que dans notre société, on a envie que des personnes âgées, voire très âgées, soient obligées de travailler parce qu'elles n'ont pas... On n'a pas envie, mais on va peut-être y venir. Et puis vous allez dans certains quartiers, les gens, comme on voit d'ailleurs dans les films, ça existe vraiment, c'est-à-dire qu'il y a une pauvreté, un dénuement de certaines populations qui est extrême. Heureusement que dans notre pays, moi personnellement je m'en félicite, on est dans une république, on a une tradition de solidarité nationale qui est relativement forte et qui limite les effets de la pauvreté. Alors justement, je vous prends au mot, ça a limité de 8%, on l'a dit, mais qu'est-ce que ça nous dit justement sur l'état de l'économie française ou l'état de notre pays ?
Non, mais ce que ça dit, c'est que de toute façon, quel que soit le système d'aide sociale, il y a toujours des gens qui sont plus en difficulté que d'autres. Mais il faut réfléchir quand même à ce qui se passe quand on réduit une prestation sociale ou quand on la supprime. Ça met des gens en difficulté, ça met des familles... Mais je vous pose la question parce que je parlais surtout de l'emploi. C'est surtout ça, c'est que ça veut dire qu'on ne crée pas assez d'emplois. C'est surtout ça que ça veut dire. Oui, mais de toute façon, s'il y a beaucoup de gens qui bénéficient de ces prestations sociales, c'est parce qu'on a un chomage de masse depuis des décennies. Et que les gens qui subissent ce chômage de masse depuis des décennies, c'est eux qui sont, beaucoup d'entre eux, on a dit il y a 8 800 000 personnes qui vivent avec moins de 1 000 euros par mois. C'est quand même assez conséquent. Bon, c'est des gens qu'on aimerait bien revoir prendre un travail. Mais de fait, le chômage, il est relativement important depuis maintenant longtemps. Donc, Et puis, si je peux me permettre, ces prestations, elles sont destinées à des actifs, des chômeurs, des familles, mais qui consomment ensuite. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas uniquement épargnées. C'est pas épargné du tout, même. Ouais, et donc l'État touche des taxes aussi, notamment la TVA, sur l'utilisation, cet acte de consommation. Donc, c'est un pouvoir d'achat qui est réinvesti souvent dans l'économie. Alors, Guillaume Bigot. À propos, il consomme peu et de plus en plus, pardon. Mais de plus en plus de produits importés, c'est aussi le problème. Alors ça, c'est et le problème. On boucle la boucle. Non, mais en fait, je crois qu'il arrive à Alexis de dire des choses très très justes. Et je suis complètement d'accord avec lui. Il faut faire une Vous allez manger ensemble ce soir, je sens, c'est bien. Absolument. Il faut faire une part magnifique ce qui se passe ici. Surprenant. C'est pas la première fois. Non, c'est vrai. On va tout savoir tous les deux, j'ai compris. On n'en dira pas plus. Non, il y a une différence essentielle entre ce qu'on pourrait appeler le traitement social du chômage et le reste des prestations sociales. Je m'explique. C'est-à-dire que le traitement social du chômage, c'est notre classe dirigeante qui, depuis 40 ans environ, considère que de toute façon, c'est une fatalité qu'il n'y ait pas plus d'une croissance de mollassonne, de 1%, 1,5%. Quand il y a 1,5%, c'est champagne, c'est extraordinaire. Ouais. Pourquoi ? Parce que globalement, le capital ici va s'investir en Chine. Et que ici, quand les usines, elles ouvrent en Chine, elles ferment ici. Et quand elles ferment, ça crée des cotisations. Évidemment, ça crée des cotisations chômage, ça crée des aides. Alors, ils ont fait mieux que ça encore. Ils n'ont pas seulement fait payer les chômeurs, ils ont dit, bon, vous êtes en fin de droit. De toute façon, vous êtes complètement disqualifié sur le marché de l'emploi. Voire même, vous êtes jeune, mais vous n'accéderez jamais à l'emploi. Donc, on va vous mettre dans une catégorie de l'assistanat. Et donc, c'est assez complexe parce qu'il faut à la fois dénoncer ce que j'appellerais le traitement social du chômage, l'idée qu'il n'y aura plus jamais de croissance, jamais d'emploi. Alors, effectivement, quand vous restez dans cette espèce de repère orthonormé, c'est clair. Tant que vous faites du business avec la Chine, ouverture chez nous, fermeture chez eux, tant que vous avez une monnaie surévaluée, tant que vous voulez rembourser la dette, tant que vous restez dans la tête de la classe dirigeante, il n'y aura aucune autre solution que de donner de l'argent en contrepartie de rien pour éviter la misère. C'est ça qui nous pend au nez. Et donc d'agrafer la dette. Il faut sortir de ce cadre et il faut dire aux gens, oui, vous avez une indemnisation chômage correcte, vous avez d'ailleurs une indemnisation santé correcte, vous avez une indemnisation retraite correcte, mais si vous êtes valide, si vous êtes capable de travailler et si la croissance économique est de retour, eh bien, vous n'avez pas d'argent en contrepartie de rien. Émilie Zapolsky. Il me semble que c'est une question de choix aussi. Et je trouve que à l'heure actuelle, la politique économique, notamment du gouvernement, n'est plus très claire. Et on a parlé tout à l'heure de boucler le budget. Mais oui, évidemment, parce qu'on a commencé une partie du quinquennat avec une politique très libérale, très pro-entreprise, qui a donné on a l'acte 2 qui arrive, l'acte 2 social. Pour libérer l'économie, pour créer des emplois, pour créer des investissements. La crise des Gilets jaunes... On va réduire la dette. Et réduire la dette, pouvoir baisser les dépenses publiques de 60 milliards, je crois que c'était l'objectif de campagne, en tout cas, d'Emmanuel Macron. Ça ne fait pas de la croissance de faire ça. Et on est parti sur ce point-là. Le mouvement des Gilets jaunes a changé la donne. On s'est dit tout d'un coup, tiens, il faut donner de l'argent, il faut baisser les impôts. D'ailleurs, on a baissé pour tout le monde et on n'a pas forcément répondu à la demande de justice sociale. C'est pas forcément baisser pour tout le monde, la justice sociale. C'est régler un petit peu les questions d'inégalité avec notamment la suppression de l'ISF. Bon, en tout cas, on a dépensé beaucoup plus. Et on est dans une politique qui est vraiment dans le en même temps, mais en même temps problématique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être à la fois dans quelque chose qui favoriserait énormément les entreprises pour créer cet investissement, ces emplois, cette croissance, et de l'autre côté, continuer à donner autant. Et à l'heure actuelle, le gouvernement, il est vraiment entre deux, ouais. Il va devoir choisir. Mais il a annoncé que ça allait être effectivement le social qui l'emporterait, en tout cas, sur l'acte 2 de ce quinquennat. C'est ce qui a été annoncé. Si on veut créer, et c'est vrai que les emplois et la croissance... En fait, c'est donner de la mie de pain, donner
je pense que pour boucler et pour baisser les dépenses publiques... Et en même temps, on reste dans le cadre néoclassique, néolibéral, capitaliste. Juste un autre élément. Moi, j'avais entendu que au G7, on allait s'occuper de ce fameux capitalisme qui crée beaucoup d'inégalités. C'était l'un des sujets phares. On n'en a pas entendu parler. Il crée surtout peu de croissance. Il faut regarder le documentaire de CNews ce soir, 22h35. Je me permets de le reteaser. Ce soir, il y a toutes les réponses. On est dans les coulisses. Il y a tous les secrets. On aborde la question. C'est un sujet primordial. C'est-à-dire qu'au-delà de la France, on est dans un système économique qui crée beaucoup d'inégalités. Et pour l'instant, on ne veut pas s'y opposer. Et on a vu avec la taxe GAFA ce que ça soulève comme bouclier. On ne veut pas s'y opposer parce qu'on a l'impression que ça va déboussoler tout le monde, que les entreprises, qu'il ne va plus y avoir toutes ces relations économiques, que la Chine, etc. Et en fait, il va falloir un moment qu'on soit face à cette problématique et qu'on s'en occupe. Et ensuite, Pierre. Alors, ce qui est clair, c'est qu'à partir du moment où votre économie ne va pas bien, où il y a des difficultés, absence de croissance, manque d'investissement, comme votre modèle social, il est adossé à votre création de richesse, puisque c'est que la richesse, en fait, elle est ensuite redistribuée via le système social. Le gouvernement compte sur ça à chaque fois, mais ça marche pas. C'est un petit peu quand même le cœur du rôle de l'État. L'État, il est là pour protéger, et pour protéger la retraite, la santé, le travail, et ben, il faut redistribuer. Bon, après, nous, on a en France un niveau de redistribution qui est relativement haut par rapport à d'autres pays. Donc après, on peut discuter, dire, il faut couper ici, il faut couper là. La question, c'est qu'aujourd'hui, là où il y a une contradiction dans les termes pour le gouvernement, c'est que d'un côté, il libéralise, il précarise, parce que je rappelle quand même que la loi travail 2, c'est plutôt pour faciliter le licenciement, donc il y a plus de gens qui peuvent se retrouver au travail. Et je vous rappelle aussi qu'aujourd'hui, il y a très peu de gens qui rentrent en CDI dans l'emploi. Il y a 80% des gens qui rentrent dans l'emploi en CDD, c'est-à-dire qu'on a installé dans le marché du travail une précarisation généralisée. Donc des gens qui sont quand même, ils ne peuvent pas se projeter. Difficile d'acheter un logement, difficile d'emprunter, etc. Et en même temps, on leur dit, ah oui, mais attention, hein, là, on dépense beaucoup d'argent dans les prestations sociales. Donc, non seulement on précarise, mais en plus, les filets de protection, on va les rétrécir. Bah, vous allez avoir un mouvement Gilets jaunes 2. Hein, parce que les Gilets jaunes, qu'est-ce qu'ils disent, en fait? Ils disent, attendez, nous, on bosse, parce que c'est essentiellement des gens qui bossent, et on n'arrive pas à s'en sortir. Et puis le jour où on n'a plus de boulot, bah on est bien content d'avoir un chômage ici, d'avoir une prestation RSA là, etc. Parce que ça nous aide à ne pas tomber complètement au fond du trou. Et donc la réponse du gouvernement, c'est de dire la précarité, on va laisser ça comme ça parce qu'on ne peut rien faire. Alors les filets de protection, on va les rétrécir. Non, mais là, il y a un truc qui ne va pas fonctionner. Alors après, effectivement, là où le gouvernement va devoir réfléchir, c'est que si il veut continuer à maintenir un système de protection sociale assez élevé, il faut refaire de la croissance. Et moi, aujourd'hui, dans le contexte économique tel qu'il est, je ne sais pas comment on fait. Voilà, je ne sais pas comment on fait parce que... pas seul, et c'est bien le... En plus, il y a la mondialisation qui a interconnecté les économies. La relance de l'activité en France, aujourd'hui, ça ne veut quasiment plus rien dire. On raisonne à un niveau européen, on parlait du G7, c'est même le multilatéralisme. Les autres n'en veulent pas. Et l'Allemagne, aujourd'hui, semble effectivement plus réticente à relancer, à faire une politique de l'offre pour relancer l'économie. C'est bien. Ils n'ont pas intérêt. Tout le combat, d'ailleurs, du ministre de l'économie, Bruno En termes d'exportation, c'est pas la même chose, ils n'ont pas intérêt, c'est sûr. La difficulté, plus un temps long. Pierre. Bon, alors là, on est quand même très au-delà de mon domaine de compétences, mais il y a deux mots que je retiens pour extrapoler un petit peu, c'est pouvoir d'achat et croissance. J'ai dans mon entourage beaucoup d'amis qui sont au chômage et qui ne peuvent pas compléter leur chômage avec un petit travail qui pourrait être faire des extras dans un restaurant le week-end, dans une boîte de nuit, dans des soirées événementielles, parce que si c'est déclaré, c'est défalqué de leur chômage. Et ça, je trouve ça scandaleux. Déjà, quand le gouvernement Hollande a supprimé la défiscalisation des heures supplémentaires, ça a été un désastre. Un désastre. Ça a été, je crois, réinstauré par Emmanuel Macron assez récemment. Mais si on veut créer de la croissance, il faut que les gens aient gagné un peu plus d'argent. C'est très bien de se préoccuper des plus précaires ou de vouloir toujours taper sur les plus riches. Mais il y a tous les gens qui sont au milieu et qui constituent la grande majorité des Français. Et eux, enfin moi j'ai toujours eu du mal à comprendre, c'est-à-dire mais ce qui compte, c'est que les classes moyennes, elles puissent plus consommer, plus aller au resto, plus aller au cinéma, changer plus souvent de voiture, changer plus souvent le papier peint chez eux. Et relancer l'économie, parce que si on veut que l'économie, vous me dites si elle redécolle, n'hésitez pas. On vous écoute. Bon sens. Et voilà. Et je comprends pas que si quelqu'un fait 200 €
parce qu'il va en plus s'emmerder à travailler jusqu'à 6h du matin à ouvrir des coca dans une boîte de nuit, on lui dise à l'arrivée, ah bah t'as travaillé pour 200 €, on te les enlève de ton allocation chômage. Ça, je trouve ça vraiment scandaleux. Damien Fleuron, on a l'impression que l'équation, elle est j'ai envie de dire... C'est insoluble. Irrésolvable, insoluble. Oui, merci. c'est presque. Non, mais c'est presque effectivement insoluble et c'est surtout le temps aussi dans lequel s'inscrit une éventuelle réforme. On le voit bien avec le sujet de la réforme des retraites, la grande prudence de l'exécutif à mener des réformes. Alors qu'on peut présenter plus ou moins juste la peur de la sanction, la peur d'une mobilisation aussi qui mettrait un stop à toutes les autres réformes. Il reste pourtant un peu de temps, mais on pense déjà aux prochaines élections. Il y a une élection par an jusqu'à... Ça arrive sur très rapidement, bien sûr. Et donc, voilà, ça réduit la marge de manœuvre de l'exécutif. Le gouvernement qui a songé un moment à geler les minima sociaux, ça, vous pensez qu'il va le faire ou il va pas trop s'y aventurer? Je pense que là, dans la période, voilà, effectivement, non, dans la période, on a plutôt tendance à mettre le pied sur le frein. La réduction du nombre de fonctionnaires a été considérablement revue à la baisse par rapport aux annonces qui étaient faites au début du quinquennat, par exemple. Émilie Zapalski. Oui, je reviendrai juste sur ce que vous disiez, Pierre, parce que pour moi, j'ai pas du tout la même notion du chômage que ce que vous avez. Pour moi, c'est un investissement. Le chômage, c'est je récupère mon niveau à peu près, puisqu'on va vers une réduction, comme vous disiez. Hein, la réforme de l'assurance chômage, les conséquences vont arriver vite et il y en a pas mal qui vont perdre en temps et en montant. Mais en tout cas, c'est comme un filet de protection qui me permet de garder à peu près, même si ça baisse, mon niveau de vie le temps de rebondir. Pour envisager une recherche. Et il y a même des personnes... Ça, c'est la vie de oui-oui. Il y a même des personnes comme Martin Hirsch qui avaient proposé que ça soit comme un CDI, en fait, le chômage. Qu'on soit embauché pour rechercher un emploi. Pour que, justement, on n'ait pas cette notion de perdant, de loser et de je vais rester chômeur longue durée, parce qu'on sait que ces gens-là, ils sont difficilement rattrapables. Une fois qu'on a fait plusieurs mois, voire plusieurs années, c'est très compliqué de revenir sur le marché du travail. On n'a plus les habitudes, les réflexes, on n'y croit plus et ça compte énormément. Donc c'est plutôt comme un filet de protection et un investissement pour le futur. Si on installe ça comme j'ai mon petit montant de chômage et puis je rajoute mes heures supplémentaires parce que je fais un peu ci, ça, sans trop bousculer mon emploi du temps, ça peut pas fonctionner. Mais ça ne changera pas ce que vous venez de dire sur la baisse des allocations. Si on est activement en recherche d'emploi, on peut imaginer qu'on trouve la sortie. Et l'argent qui est disponible sur le chômage, on l'a en formation, on l'a en compétences supplémentaires. C'est pas un argent mort, c'est pas un argent qui vise à juste, ça vous assure un niveau de vie, mais ça vous assure aussi un avenir. Logiquement, ça doit être ça. Alors, je sais pas ce que la réforme de la formation va réellement donner, si ça va permettre à des gens de récupérer des compétences et de se reconvertir ou quoi, mais c'est un peu l'objectif. Et c'est dans cette pensée. Alors, c'est peut-être utopique. Ce que vous dites est Ce que vous dites est très juste, mais c'est une approche, l'un et l'autre, microéconomique. Donc à la fois c'est vrai, c'est plein de bon sens, ça peut fonctionner, il peut y avoir des incitations microéconomiques, mais justement tout le modèle capitalistique qui a créé toute cette à la fois l'inégalité, mais surtout qui a accru finalement le montant des prestations sociales et qui a desserré la croissance, il part d'un principe justement que tout est centré sur les décisions individuelles. Qu'est-ce que nous dit le modèle en fait? Ils nous disent qu'il y a trop de prestations sociales, ça coûte trop cher, c'est comme un boulet si vous voulez, avec deux incitations. Un pour les entreprises, ça coûte trop cher, on ne peut plus exporter, on n'est plus compétitif parce que ça pèse sur le prix des produits qu'on fabrique ici, premièrement. Et donc ça c'est une incitation pour l'entreprise. Et deuxièmement, ils ne le disent pas parce que ce n'est pas politiquement correct, mais ils considèrent qu'il y a énormément de gens qui profitent de ces allocations pour ne pas travailler. Là encore, c'est un mécanisme d'incitation. On est payé pour ne rien faire, alors on ne va pas retourner à l'emploi, etc. Il y a des études qui montrent que c'est très peu. Pour le chômage, on a vu que c'était rien du tout. Je suis 100% d'accord avec vraiment vous. Je dis que le problème, c'est pas tellement que l'allocation, le montant de l'allocation, la générosité du système social français crée le chômage lui-même et crée une croissance molle. Ça, c'est la légende qu'on nous raconte. Ce qui est vrai, c'est que la préférence pour des investissements à l'extérieur, pour la délocalisation, pour un mécanisme dans lequel, grosso modo, vous avez les entreprises du CAC 40, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont travailler avec l'international. Et donc, elles ne sont même pas pénalisées puisqu'elles ne produisent quasiment plus rien. Le mot de la fin pour Alexis Bachelay, 20 secondes, s'il vous plaît, Alexis. Il faut surtout qu'on se remette à produire ici.
il est évident qu'il y a des réflexions sur l'évolution de ce système. Il y a des pistes vers un revenu minimum universel, quand même, je tiens à le dire. C'est une réflexion qui a déjà eu lieu, on en reparlera sûrement. Ça va remettre les gens au boulot. Pour simplifier. Non, mais attends, mais tu vas pas caricaturer le... Allez. Et la deuxième piste, c'est il y a aussi des expérimentations comme le territoire zéro chômeur, c'est-à-dire comment est-ce qu'on récupère toutes les aides sociales sur un territoire pour transformer ça en salaire et remettre quelqu'un dans l'activité. Et ça marche très bien. Et ça marche très bien, et vous devriez les inviter pour en parler. Et merci à tous les 5 qui on le fera, bien entendu. Vous restez avec nous. Je vous rappelle le documentaire ce soir exceptionnel CNews avec Emmanuel Macron dans les coulisses du G7. Le rendez-vous est pris 22h35. Oui, je l'ai bien teasé effectivement. Vous avez raison, Pierre. On l'a bien teasé. Mais ça vaut le coup. Je suis un très bon camarade. C'est d'excellent travail, notamment réalisé par Loïc Signor. Vous restez avec nous. On parle notamment de cette double agression du côté de Marseille ce matin. Laurent Nunez est sur place, tout comme Jean-Michel Blanquer. Nos écoles peuvent-elles rester des sanctuaires? On en parle dans un instant. À tout de suite. Bientôt 19h sur CNews, merci de votre fidélité. La suite de Punchline, troisième partie, voici l'essentiel de l'actualité. L'actualité, c'est mieux, de ce vendredi. Les consultations continuent encore et toujours au sujet de la réforme des retraites au cœur des discussions de l'âge pivot et la durée de cotisation. Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, regrette la teneur des échanges aujourd'hui à Matignon. Je propose de l'écouter. Je crois que le Premier ministre a une mission, c'est de changer le système de retraite solidaire que nous avons aujourd'hui pour un système par points. Et on avait peu d'illusions, mais en une heure d'entretien, nous n'avons pas réussi à le convaincre qu'il fallait abandonner le rapport de Levoy et nous écouter. Nous allons nous réunir pour savoir ce que nous faisons. Mais on est comme vous, on n'aime pas perdre notre temps. Patrick Balkany agressé hier soir. 2 hommes ont été placés en garde à vue. Le maire de Levallois a été bousculé. 2 gardiennes d'immeubles sont venues à son aide. Les faits se sont produits non loin de la municipalité. La galère pour les passagers d'Aigle-Azur. Tous les avions de la compagnie, la 2e compagnie française, seront cloués au sol. Effectivement, la compagnie aérienne a été placée en redressement judiciaire. Pour le moment, aucun dédommagement n'est prévu pour ces passagers. Écoutez. Pourquoi ils nous arnaquent? Et ils nous disent, voilà, regardez des gens qu'il y a. Regardez en Algérie aussi, qu'est-ce qu'il y a comme monde. Ma soeur, elle est bloquée là-bas. Ma copine, c'est la meilleure copine aussi. Je l'ai appelée ce matin, elle m'a dit, il n'y a rien. Il nous a dit comme quoi elle a le billet, dans 4 jours, elle a payé le billet. Pourquoi ils arnaquent des gens comme ça? Au dernier moment, ils voilà, stop, dégagez, et c'est tout. Je vous prends votre argent, on vous vole, on vous arnaque, c'est de l'escroquerie. Moi, ce que je vois, c'est de l'escroquerie. Allez, rebonsoir, nos écoles peuvent-elles rester des sanctuaires? Le débat dans un instant, je vous propose notre plateau. Damien Fleureau, toujours, Guillaume Bigot, politologue, Émile Zapalski, spécialiste en communication. Jean-Yves Le Borne nous a rejoint, bonsoir. Je rappelle que vous êtes avocat, notamment de Carlos Ghosn. Sandra Rigol, porte-parole d'Europe Écologie Verts, également répondu présent ce soir dans Punchline. On attend d'une minute à l'autre. Jean-Sébastien Ferjou, d'Atlantico, Marseille, et cette agression, cette actualité, cette double agression ce matin de 2 employés municipaux en charge de la cantine. Les faits se sont déroulés à Marseille, peu avant 7 heures. La police a interpellé un suspect âgé de 17 ans et d'après ses proches, il souffre de troubles psychiatriques. Jean-Michel Blanquer et Laurent Nunez sont en ce moment sur place. La ville, écoutez sous les chocs. Écoutez le sentiment de Samia Ghali. Il faut qu'on protège ces écoles parce que c'est le seul, je dirais, il faut que ce soit un sanctuaire, qu'on protège nos enfants, qu'on protège le personnel qui les accompagne, que ce soit les enseignants, que ce soit le personnel nos tatas, tout le personnel qui est là et qui accompagne au mieux nos enfants. Donc je crois qu'il faut que, de ce point de vue-là, moi ce que j'avais proposé, c'est-à-dire une vidéo surveillance partout sur le territoire dans les écoles marseillaises, que ce soit mis en place. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Guillaume Bigot, nos écoles peuvent-elles rester des sanctuaires? Non, c'est pas leur vocation d'être des sanctuaires. En termes de sécurité, j'entends bien sûr. Hein. Oui, bien sûr, mais aux États-Unis, il y a des détecteurs de métaux dans les lycées, par exemple. C'est pas un peu inquiétant de parler des États-Unis quand on parle de la France? Pardon? C'est pas un peu inquiétant de parler de la situation des Je dis ça parce que si vous évoquez tout de suite les États-Unis, alors que moi, ça arrivait plutôt vers la fin de mes interviews. Oui, c'est une sorte. Je me dis, si on parle des États-Unis, c'est qu'il faut peut-être s'inquiéter. On met le curseur très très haut. Ouais. Non, d'abord, il n'y a pas le problème des armes à feu, donc ça, c'est déjà hors sujet en ce qui concerne les détecteurs de métaux. Encore que c'est apparemment une lame qui a tué ou qui a blessé grièvement. Je crois que la question auquel on a à faire face, c'est qu'il y a, si vous voulez, une sorte de passage à l'acte de plus en plus fréquent. Et ça, il faut, d'une certaine façon, c'est assez cruel ce que je vais dire, mais il faut garder notre sang-froid. Ça va se répéter.
Le problème est là, les causes, les origines et les causes sont très installées chez nous. Et donc, effectivement, c'est quelque chose auquel la France doit faire face. Et est-ce qu'on peut avoir une attitude hyper sécuritaire? Est-ce qu'on doit verrouiller les écoles? Est-ce qu'on doit complètement transformer la vidéosurveillance? C'est une question. Mais j'ai pas la réponse. Damien Fleureau. Samia Ghali pose la question. Je demande, une sénatrice des Bouches-du-Rhône, je demande de la protection, de la vidéosurveillance partout. En quoi une caméra perchée à 5 mètres, même visant la porte d'entrée de cette école, malheureusement, empêcherait cette personne de commettre cet acte. Donc effectivement, de toute façon, ce n'est plus un sujet. On peut toujours mettre plus de vidéoprotection, on peut toujours mettre plus de caméras autour de nos écoles et dans les lieux sensibles. Sans doute pour la résolution de l'enquête, pour les besoins de l'enquête, ce peut être utile. Mais en tous les cas, voilà, il y a du personnel dans nos écoles. Ils sont présents à l'entrée, ils sont censés filtrer, ou faire ouvrir des sacs, vérifier les identités quand c'est une personne inconnue. Mais voilà, vous ne pourrez jamais empêcher une personne mal intentionnée de franchir une école si elle souhaite le faire. Sandra Regol, quel est votre sentiment? Est-ce que les écoles peuvent rester des sanctuaires? Est-ce que ce n'est pas le plus gros défi au final de Jean-Michel Blanquer? J'ai l'impression que ça fait un moment que les écoles ne sont pas plus des sanctuaires, mais pas seulement pour les conditions de sécurité, parce qu'on a laissé tout le tissu se dégrader et que toutes ces conditions-là augmentent les conditions d'insécurité. Bon, là, on parle d'un cas particulier. Il s'agit d'une personne qui, visiblement, d'après les propos de la police, a une instabilité psychologique. Ouais. Mais globalement, on supprime des classes. On désagrège petit à petit la fonction sociale de l'enseignante qui n'a plus le rapport. Eh bien, tout ça, ça construit aussi le fait que l'école soit moins un sanctuaire qu'avant. Ce n'est pas juste des conditions de sécurité, c'est aussi le rapport que l'État, que nous entretenons à l'école, qui fait que... Moi, je suis complètement d'accord. Faites le lien, moi aussi, Émilie Zapalski. Dans les écoles, mais ça là où je ferai le lien, c'est la responsabilité qu'on porte aux enseignants, parce que c'est vrai, comme il n'y a pas forcément la protection nécessaire pour éviter... Mais comment éviter des fous? Comment éviter? C'est pas possible. Mais on leur demande beaucoup. Moi, je sais qu'il y a des entraînements, par exemple, pour prise d'otages ou terrorisme. Les enseignants, ils le font. Ils jouent le jeu. Ils entraînent les enfants à se cacher, à rester confinés dans la classe pendant, je sais pas, ça se joue sur 2-3 heures, ils font ce rôle-là. Et c'est vrai qu'on leur demande beaucoup. On leur demande avec beaucoup trop, en tout cas par rapport à leur rémunération, une question qui n'est pas forcément abordée dans toutes les réformes qu'on voit venir sur l'enseignement, et par rapport au temps qu'ils ont et au nombre d'élèves qu'ils ont en face. Et c'est vrai que ça peut poser un problème, parce qu'on ne peut pas leur demander de protéger, d'enseigner, de faire les sacs. On ne peut pas demander ça. Après, moi, je demande pas... Après, ils le font parce qu'ils n'ont pas le choix. La présence de policiers, et même, en effet, de vidéosurveillance, tout ça, c'est pour l'après-coup. Mais c'est plutôt à titre de prévention qu'on puisse... même mais elle le sait très bien, Samia Ghali. Oui, mais sur la formation, on peut imaginer que d'autres intervenants. Mais Samia Ghali, elle le sait parfaitement. Et dans son rôle, c'est comme quand elle avait appelé l'armée. Mais il y a un enjeu électoral derrière les propos de la sénatrice, les élections municipales en perspective, la sécurité des écoles d'ailleurs, et de la prérogative, en tous les cas pour ce qui est du primaire, du maire de la commune. Et on se souvient, c'était un autre scrutin, une autre région, Laurent Wauquiez dans sa campagne pour prendre la région Rhône-Alpes-Auvergne, parlant d'un dispositif de portique de sécurité justement qu'il voulait installer dans tous les établissements sous la responsabilité de la région, c'est-à-dire les lycées. Aujourd'hui, visiblement, il est un peu revenu sur cette annonce. Une chose est sûre, effectivement, cette double agression ce matin à Marseille a marqué les esprits. Je vous propose d'écouter cette maman, suivie des propos du ministre de l'Éducation qui s'est rendu immédiatement à Marseille. J'ai peur pour nos enfants, bien sûr. Nos enfants, ils sont à l'école. Vous imaginez ce qui serait passé au moment de l'école, de la cantine? Ils s'attaquent à des tatas. Il peut très bien s'attaquer à des enfants. Qui se dit que lundi ne reviendra pas, dans les jours à venir, un autre, il ne reviendra pas. Moi, je vous dis, je ne suis pas rassurante. Et s'il faut changer mon fils de l'école, je le changerai de l'école. Par définition, l'école de la République doit toujours être exemple de toute forme de violence, a fortiori de violence venue de l'extérieur et d'une telle gravité. À chaque fois qu'il y a des agressions de ce type, ce qui est important, c'est de montrer que tout simplement la République est sereine, qu'elle est forte, et qu'à la fin, c'est l'école de la République qui triomphe et pas la violence. Donc c'est un message contre la violence, qui s'accompagne aussi évidemment de mesures concrètes, à la fois évidemment de répression vis-à-vis de celui qui a commis les faits et qui a été arrêté très rapidement après, mais aussi un message d'action, puisque vous le savez, en cette rentrée, nous avons un plan de lutte contre les violences qui a été conçu avec le ministère de l'Intérieur, avec le ministère de la Justice et bien entendu avec le ministère de l'Éducation nationale, pour que nous puissions nous prémunir contre toutes les formes de violence, qu'elles se passent à l'intérieur des établissements
ou aux abords des établissements. On a entendu l'inquiétude de cette maman à Marseille, Jean-Michel Blanquer. L'a-t-il rassuré ? Non, je pense qu'on ne peut pas rassurer comme ça une parent d'élève. Bien sûr qu'on peut comprendre la détresse, l'inquiétude. Et dans sa réponse, dans ses mots, dans son argumentation... Mais on voit bien les limites du discours du ministre. D'abord, la sécurité, à proprement parler, des établissements n'est pas la compétence du ministre de l'Éducation nationale. C'est la compétence de la commune pour les écoles primaires, des départements pour les collèges et de la région pour les lycées. Donc quand Laurent Nunez descend là-bas, ouais. Il y a des budgets qui sont investis. Il n'y a pas une collectivité qui n'investit pas dans la sécurité des établissements parce que c'est de toute façon un argument de campagne et c'est toujours important. Donc récemment, la région Île-de-France, elle a déployé une brigade mobile, 15 agents dans toute la région Île-de-France, justement pour ces questions de sécurité, de lutte contre la délinquance au sein des établissements. Il y a un plan aussi de rénovation, d'installation de caméras, mais ça n'empêchera pas malheureusement ce type de fait divers d'arriver, même si on peut que le regretter. Mettre le borne au-delà des mots, c'est impossible de rassurer aujourd'hui toutes ces mamans qui ont peur, notamment à Marseille. Oui, mais bien entendu qu'on comprend ça, mais la notion de sanctuaire que tout le monde évoque à propos de cette agression dans une école est une notion, je crois, un peu vaine. Il n'y a pas de sanctuaire sur notre territoire où que l'on se trouve, quelle que soit l'institution. Alors, bien entendu, il y a quelque chose de choquant, de contradictoire, de paradoxal à ce que l'école, à ce que les enfants soient confrontés à la violence, mais je ne vois pas trop quelle autorité pourrait être tenue responsable d'un surgissement de violence qui est totalement insusceptible d'être prévu. Alors qu'il y ait des mises en place, pourquoi pas de vidéosurveillance, dont j'entends bien qu'elle n'a d'utilité qu'a posteriori, mais qui peuvent être dissuasives dans certains cas, qu'il y ait des contrôles, des portiques, comme dans un certain nombre d'endroits, pour surveiller l'arrivée d'armes blanches ou d'armes à feu, très bien, mais il y aura toujours, dans n'importe quel endroit, un surgissement imprévu du crime. Et je ne crois pas, sauf si les faits le démontraient, qu'on puisse imputer une responsabilité à quiconque de ce surgissement. On ne peut rien faire contre ce surgissement imprévisible, mais ne faut-il pas une politique globale ? Ou alors, il y en a une d'après le ministre, en tout cas, il y a un plan d'après le ministre, est-ce qu'il est efficace ? Je sais pas. Et c'est ce qu'on dit, on parle beaucoup de sécurité, on fait beaucoup pour la sécurité dans les établissements scolaires à tous les niveaux. Il y a dans chaque rectorat, dans chaque académie, des référents sécurité, les policiers, les gendarmes se déplacent dans les établissements pour faire de la prévention, de la pédagogie. Quand je vous parlais de cette brigade en Île-de-France, c'est pour aller tenter de mettre fin à des actes de délinquance. Mais on n'empêchera pas ce type de violence malheureusement. Et je pense qu'en plus, le danger à l'école, il ne vient pas d'intrusion de ce type. Il vient par exemple de l'état de vétusté de certains locaux, de l'amiante dans les salles de classe, de la mauvaise isolation par exemple. Et là, il y a sans doute beaucoup plus à faire. Sandra Rugol. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est compliqué de commenter un événement comme celui-ci puisqu'on est sur l'atrocement exceptionnel, sur quelque chose qui touche dramatiquement des personnes, mais on est vraiment sur le cas exceptionnel. Donc on peut prendre des mesures de sécurité, on peut les renforcer. Force est de constater tout de même jusqu'ici que dans les lycées où la vidéosurveillance a été installée, dans les lycées où ces fameux portiques ont été installés, ce ne sont pas des lieux exempts de tout et ce ne sont pas non plus devenus des sanctuaires. D'où mon propos tout à l'heure qui était de prendre plus largement notre rapport à l'école pour essayer de reconstituer ce lien et d'en faire des lieux qui soient collectivement protégés. Et on accueille Jean-Sébastien Juste un mot du site Atlantico. Sur le crime. C'est que nous avons une sensibilité particulière au surgissement criminel. C'est normal, je ne vois pas quelle critique on pourrait faire. Oui, mais il faut savoir que notre société, au fil des décennies, voire des siècles, est devenue de moins en moins criminogène. Mais peut-être d'ailleurs, parallèlement, il y a peut-être un lien de cause à effet entre cette sensibilité d'intolérance au crime et le fait qu'il devient plus rare. C'est une bonne chose, mais il faut peut-être ne pas croire que l'idéal est nécessairement pour demain. Guillaume. Oui, non, mais vous avez quasiment subtilisé un argument. J'allais y venir. En effet, quand on regarde sur le long terme les homicides, par exemple, on voit plutôt un tassement sur le long terme. En revanche, un large tassement. En revanche, là, il y a d'abord un effet de série.
parce qu'on a eu l'éventrement, égorgement de Villeurbanne. Alors on ne sait pas, déséquilibré, djihadiste, on ne sait pas très bien. Voilà. Et de toute façon, dans un cas comme dans l'autre, si c'est un déséquilibré, de toute façon, rien ne peut arrêter un déséquilibré. Et si c'est un djihadiste qui a décidé de semer la terreur, là aussi, rien ne va l'arrêter, et sûrement pas la peur de mourir, ou tout argument rationnel, ou le privé de nationalité, ou je sais pas quoi, vous pensez que ça va le dissuader? Mon œil, évidemment que non. Donc en effet, il y a ce paradoxe, il y a ce surgissement, notamment avec le djihadisme, parce qu'on a quand même été frappé, il ne faut pas le nier, même si on ne sait pas. Enfin, on ne sait pas dans ce cas-là. Un gars qui hurle Allah Akbar, qui essaye d'égorger quelqu'un avec une lame, c'est sûrement pas un bouddhiste, d'accord? On est à peu près d'accord sur le sujet. Maintenant, est-ce que c'est quelqu'un de déséquilibré psychiatrique? L'enquête le dira. En tout cas, d'après les premiers éléments, effectivement, il a des problèmes psychiatriques, en tout cas d'après ses proches. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a malheureusement... Je dirais qu'entre le djihadisme et le problème psychiatrique, il peut y avoir un lien. Et ça, c'est un autre sujet. Exactement. Si je puis me il y a permettre. d'autant plus un lien qu'il y a des phénomènes dans les deux cas. Que ce soit des fous qui imitent des actes de folie ou que ce soit des fanatiques qui imitent des actes de fanatisme, il y a un phénomène d'imitation. Donc effectivement, je rappelle, et c'est le procureur de la République qui a donné les premiers éléments de cette enquête ce matin à notre micro. Bonsoir Jean-Sébastien Ferjou, du site Atlantico qui nous a rejoint. On parle bien sûr de cette double agression ce matin du côté de Marseille. On a entendu Samia Ghali qui a parlé et qui a dit que l'école doit absolument redevenir un sanctuaire. On n'a pas l'impression que ce soit le cas. Est-ce que c'est inaudible aujourd'hui dans la société française ? Une autre agression qui m'a frappé aujourd'hui à Brest, avec manifestement des gens masqués qui sont rentrés dans un lycée armés, et également, armés véritablement avec une arme à feu et avec des battes de baseball. Donc il y a Marseille, il y a le phénomène du djihadisme ou du crypto-djihadisme, parce qu'effectivement ça devient un peu difficile de faire la part des choses entre ce qui relève de la psychiatrie et ce qui relève véritablement d'un combat politique. Mais quoi qu'il en soit, il y a beaucoup d'autres violences à l'école au quotidien. Et effectivement, sur le long terme, probablement la société est devenue moins violente. Mais enfin, si on raisonne par rapport à il y a 10 ans ou il y a 15 ans, elle est en train de redevenir violente et on constate quand même une forme d'ensauvagement à nouveau. Et tout simplement, l'école, malheureusement, n'est plus un sanctuaire parce qu'il n'y a plus de respect de l'autorité en France. Parce qu'effectivement, cet exemple de ce lycée de Brest, moi, je le trouve particulièrement frappant. Vous envoyez vos enfants à l'école et vous dites qu'ils ne sont pas à l'abri que rentre une bande armée d'armes à feu et avec une batte. C'est le plus gros défi de Jean-Michel Blanquer et est-ce qu'il est à la hauteur? Je ne suis pas certain que ce soit uniquement le défi de Jean-Michel Blanquer. C'est un défi de sécurité et d'ordre public. Tout simplement, il y a un problème de respect de l'ordre républicain dans ce pays. Ça me paraît plus le problème de Christophe Castaner, du Premier ministre et du Président de la République que de Jean-Michel Blanquer. C'est pas en soi l'équilibre à l'école qui est véritablement en cause. Par ailleurs, Jean-Michel Blanquer, lui, est responsable des agressions intrascolaires, des agressions de parents sur les professeurs ou d'élèves qui se rebellent ou alors d'altercations entre les élèves entre eux. Là, on est en train de parler d'autre chose. On est en train de parler d'intrusion dans les écoles. Moi, je suis pas tout à fait d'accord, et notamment sur le terme ensauvagement, que je trouve c'est un terme très violent et qui veut tout et rien dire à la fois. Mais la réalité est très violente. Et bon, moi, je pense que l'école, pas plus qu'un commerce, pas plus que, je sais pas, vos enfants dans un immeuble, dans un ascenseur, il peut tomber. On va pas pouvoir les protéger éternellement. Et l'école fait partie des endroits. Je parlais de la société française. Oui, mais je pense que c'est illusoire de penser que, et même mettre des portiques ou quoi, je suis persuadée que ça serait encore plus anxiogène et qu'à la limite, ça créerait du stress pour les enfants. Et puis, il faut cette espèce de liberté et de responsabilisation des enfants dans les écoles. Moi, je considère que l'autorité, elle est toujours là. Après, pour moi, c'est pas de l'ensauvagement. C'est que la société crée, en effet, des gens qui ne savent plus pourquoi ils appartiennent à cette société. Ils se trouvent peut-être relégués à une place qu'ils ne voudraient pas. Je pense qu'on a créé des choses comme ça, et peut-être que c'est moins des crimes, puisque vous dites que la criminologie, que ça baisse, mais c'est plus des passages à l'acte comme ça, de gens qui peuvent être ordinaires, qui ont une situation et qui ne sont pas satisfaits. C'est pas de l'ensauvagement. Pour moi, c'est quelqu'un qui ne trouve plus sa place dans la société. La nouvelle montée de la violence et de la violence gratuite. C'est pour ça que le fait, crier à la Akbar, à la limite, ça perturbe peut-être encore un peu la perception. On parle de deux sujets assez différents. On parle du terrorisme en France et par ailleurs, on parle de la montée de la violence. Cette montée de violence, elle est réellement avérée. Est-ce que concrètement, on a véritablement... oui, elle est avérée. Je vous invite à regarder Atlantico. Je vous invite à regarder Atlantico lundi matin. Vous verrez qu'on a croisé on a croisé toutes les données
Eurostat, et c'est très difficile parce que ce ne sont jamais les mêmes catégories selon les pays. Vous verrez que c'est accablant sur les derniers mois, sur les dernières années, le différentiel de ce qui est en train de se passer en France, c'est-à-dire ce qui se passe en Allemagne. Mais c'est vrai, il y a beaucoup plus de violences diverses et variées en France désormais qu'il n'y en a dans des pays comparables autour de nous. Auparavant, par rapport à auparavant, parce qu'à priori, auparavant et qu'il y a. C'est plutôt, il faut regarder la France par rapport à ce qu'on avait. Mais par rapport à il y a 50 ans, j'en sais rien. Mais sauf qu'on vit pas il y a 50 ans. Ce que disait Maître, c'est que la criminologie baisse en France, et c'est ça qu'il faut comparer. C'est pas par rapport à les homicides ont beaucoup baissé. Les homicides, oui, mais pas les violences. Il n'y a pas que les homicides dans la violence. Il y a visiblement, par rapport à une société d'il y a quelques décennies, 30 ans, 40 ans, il y a une sorte de quotidienneté de la violence qui devient ordinaire, qui est une méthode d'expression. C'est ça, alors, vous la rapportez à la difficulté d'être social. Ce n'est pas une médiatisation. J'en sais rien. C'est vraiment une augmentation. Alors on verra effectivement Atlantico lundi. De violence gratuite qui augmente et que personne ne peut contester. Ça se reflète dans les statistiques officielles. Oui, c'est vraiment très, très représentatif, là, cette dérive que prend ce débat. On parlait de violences très spécifiques à l'école. On arrive sur le djihadisme par un petit jeu de bonneto. Et puis non, par un cri à l'Akbar. Vraiment, on est complètement dans le sujet. En fait, ça par un cri à l'Akbar. On ne sait pas encore. On ne sait pas encore, l'enquête est en cours. Allez-y, Sandra Rogol. Je peux finir une phrase sans que vous me coupiez systématiquement, Monsieur Bigot. C'est ma deuxième phrase et c'est déjà la deuxième coupure. Pardon. C'est un peu désagréable. Merci beaucoup. Donc oui, on fait ce genre de raccourcis. Et on fait aussi des raccourcis sur le rapport à l'autorité. Alors oui, on disait tout à l'heure que l'école a probablement s'est fait déliter aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui a changé entre il y a quelques décennies et maintenant? C'est qu'avant, l'école offrait un avenir. Elle offrait la possibilité d'avoir un emploi qui était rémunéré, qui était dignement rémunéré, qui permettait d'avoir une place sociale. Aujourd'hui, cette école-là, elle ne permet plus cette insertion sociale-là. Elle ne permet plus l'élévation sociale. Elle est au contraire le vecteur au corps défendant du corps enseignant de la reproduction des inégalités. Alors oui, il y a une augmentation dramatique des violences dans certaines écoles. Mais non, ce n'est pas dû à un manque de respect de l'ordre républicain, comme vous venez de le dire. Mais c'est à l'inverse. Est-ce que je peux juste finir? Merci. Rapidement. À l'inverse, c'est l'ordre républicain qui ne respecte plus ses enfants. Et donc, à un moment donné, oui, il y a un problème d'ordre. Mais il faut aussi avoir l'honnêteté de dire qu'on a laissé cet ordre se déliter et travailler sur les causes et pas toujours sur le sparadrap. Allez, travaillez sur le sparadrap. Gardez tous, s'il vous plaît, vos arguments. On se retrouve juste après une courte pause. On continue, bien entendu, à parler de ce thème sur CNews dans Punchline. Excellent. 19h passées de 28 minutes sur CNews, toujours en direct, la suite de Punchline, toujours avec Damien Fleureau, Guillaume Bigot, Émilie Zapalski, Jean-Yves Le Borne, Sandra Rogol et Jean-Sébastien Ferjou. On est bien sûr sur cette affaire, cette double agression ce matin dans la cité phocéenne, Marseille, forcément sous le choc. Un homme de 17 ans a été interpellé par les forces de l'ordre après cette double agression à l'arme blanche. D'après ses proches, il souffre de troubles psychiatriques. Il aurait crié à la Wakbar. Le procureur dit qu'il a tenu des propos confus. Je vous propose de l'écouter. Les investigations, bien évidemment, judiciaires sont en cours, donc elles se poursuivent. À ce stade, nous ne connaissons pas les motivations de cet auteur. Aucune piste, bien évidemment, n'est exclue. Donc il faut laisser les investigations se dérouler donc, sereinement. Et c'est ce qui a été engagé immédiatement donc, par la police judiciaire qui a été saisie par le procureur de Marseille. La seule chose que nous pouvons dire à ce stade, c'est que l'auteur était assez peu connu, uniquement pour détention de stupéfiants, et il n'était pas connu au titre de la radicalisation. Voilà. On va reprendre bien sûr le cours de notre débat avec vous, Jean-Sébastien Ferjou. On peut juste commenter oui, ce que dit Laurent Nunez, qui dit vraiment pas grand-chose. Le pauvre, il n'a rien à dire. On est né aux premières heures de l'enquête n'a même pas commencé. Il a aucune info. Il est là sur de l'émotion, il doit se déplacer avec le ministre Jean-Michel Blanquer. Pourquoi ne sont-ils pas allés à Brest mercredi quand il y a eu cette intrusion aussi dans cet établissement En fait, d'autant que je ne comprends pas la raison parce que c'est la rentrée, parce que c'est sensible, parce que c'est Marseille, parce que moi je suis assez d'accord avec ce que dit Damien, mais il y a une responsabilité peut-être politique, y compris des médias, parce que c'est-à-dire qu'on voit bien, si on est dans le vrai djihadiste, de toute façon, il va toujours chercher la plus grande visibilité
société. Mais celui qui est déséquilibré et qui cherche juste la visibilité, parce que c'est aussi une demande de reconnaissance de son existence sociale, il y a une vraie réflexion à mener. On le voit avec les tueries de masse aux États-Unis aussi. Il y a des gens qui le font aussi parce que précisément on ils précise, cherchent on a entendu leur l'impact qu'il n'est pas connu pour des faits de radicalisme. Non, mais je vous reprécise. Je disais sur le fait, de toute façon, de se livrer, quoi qu'il en soit, il voulait tuer quelqu'un, quelles qu'aient été ses motivations. Et la notoriété ou l'impact médiatique font parfois partie de la motivation de l'acte, même quand elle n'est pas politique. Maintenant, pour revenir sur là où on en était juste dans le débat... sur ça, ce qui est plus étonnant, c'est qu'on n'a pas encore le Rassemblement national qui a sauté sur l'occasion pour encore parler de politique migratoire, comme ça s'est passé pour Villeurbanne. Là, on reste au moins... médiatiquement, ça reste resserré. Parce que c'était un réfugié, mais là, ça ne semble pas être le cas. Oui, allez, pour répondre à... Je voulais juste revenir sur quelque chose que vous disiez, madame, tout à l'heure, puisque vous parliez de l'école en disant la violence, elle peut s'expliquer aussi par le fait que l'école n'offre plus de débouchés. Et moi, ce que je voulais dire, je ne veux pas vous contester sur... Oui, incontestablement, on peut réfléchir sur les débouchés de l'école et sur une forme de reproduction sociale ou de moindre ascenseur social, de moindre capacité à emprunter l'ascenseur social que ce qu'on a pu connaître pendant les 30 Glorieuses. En revanche, quand on regarde historiquement, les sociologues, les historiens qui travaillent sur les niveaux de violence d'une société vous disent que ça n'a quasiment rien à voir avec le niveau de vie d'une société. C'est-à-dire que ça n'est pas parce que vous êtes dans une période de crise que pour autant la violence s'envole, y compris la violence du quotidien, y compris les vols. Ça n'est pas forcément parce que les gens ont faim qu'ils volent. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et donc établir cette causalité-là, quand même, quand on regarde en criminologie, en sociologie et en histoire, c'est faux. C'est faux, mais il y a un lien quand même. J'ajoute. Il y a un lien ou c'est pas évident? Il y a énormément. Non, il n'y a pas de lien évident. Il n'y a jamais de lien évident. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire. Le constat que vous faites sur l'école est une chose, le niveau de violence c'en est une autre. Vraisemblablement, les racines des montées de la violence, elles sont complexes, elles sont multiples. On peut en citer plusieurs. Les sociétés qui deviennent plus diverses ethniquement aussi sont aussi des sociétés dans lesquelles bien souvent il y a plus de violence. Maître Le Borgne. Non, je dirais que j'ai été un peu scandalisé par ce que disait Madame tout à l'heure, sous prétexte que l'école n'atteindrait pas toutes les finalités, tous les buts qui sont les siens, la violence à l'encontre de l'école aurait un je ne sais quoi de justification. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette analyse-là? Ça n'a strictement aucun rapport, d'autant plus que, en l'espèce, vous permettez, vous souhaitez avoir la parole et la garder. Vous m'avez tous coupé, donc là maintenant je me permets un petit peu de remettre les le droit à la parole ne vaut que pour vous-même, on a compris. Bon, en réalité, le problème qui est là, c'est que l'école n'est pour rien dans cette violence, elle en est victime par quelqu'un de l'extérieur. Donc ce propos me paraît tout à fait en dehors de la circonstance. Non, je rétablissais juste mon propos qui n'était que prendre un peu de hauteur par rapport à une situation, je le rappelle... Hauteur, c'est pas le sentiment que j'ai eu. Je vous demanderai d'être un tout petit peu poli, monsieur, quand vous faites des réflexions, parce que là, pour le coup, ça ne l'était pas. Un jugement de valeur n'est pas une injure, madame. D'accord, très bien. Donc, j'ai essayé de prendre un peu de recul, puisque là, comme le rappelait Damien Fleureau, on est à chaud. On est vraiment sur un événement sensible où des gens se sont fait malmener, où il y a une peur qui est légitime de la part des familles et même de la part des enfants. Et donc, c'est très difficile de commenter à chaud de telles situations. Effectivement, le temps médiatique nous impose de commenter sans avoir suffisamment d'éléments. Et c'est le cas des ministres qui se déplacent malgré tout sans avoir d'éléments. Eh bien, tout ceci ne fait que renforcer un petit peu le sentiment d'insécurité autour de ces événements. Fort heureusement, l'école ne se résume pas à ça, loin s'en faut. Il y a beaucoup d'endroits où elle peut aussi être quelque chose d'heureux, qui permet de s'émanciper, qui permet de faire des choses. Et donc, reconnaître cela et le célébrer n'empêche pas qu'on peut dire aussi qu'elle pourrait aller beaucoup mieux et qu'elle pourrait offrir un avenir aux enfants qui la pratiquent et qui la vivent. Mais là-dessus, vous êtes tous d'accord, je pense. J'espère. Guillaume Bigot, bien sûr. Sur ce constat? Écoutez, je ne vais pas faire comme Laurent Nunez, si on n'a rien à dire, il vaut mieux ne pas le dire, en fait, ne pas le souligner. Je crois que c'est un peu la conclusion. C'est la conclusion pour tout le monde? On peut passer à notre prochain sujet. D'autant que malgré tout, ça entretient de plus en plus une crise du politique et la crise de défiance des citoyens vis-à-vis du politique, parce que le fait de n'être que dans l'affichage, de se saisir de dossiers qui à un moment ont pris la lumière pour juste dire « j'étais là »,
alors que derrière il ne se passe rien. On voit bien que ce sont des mécanismes. Mais après, c'est une injonction contradictoire de la part de la société médiatique, parce que pris dans l'autre sens, notre responsabilité collective à tous aussi, c'est que si le ministre ne se déplace pas, on a tendance à le lui reprocher. Mais ayons un peu de recul pour le coup, justement sur le surgissement de ce genre. Il faut savoir doser quand même tout. Il faut quand même savoir doser Non, mais moi je vous parlais. De plus en plus, la politique est devenue la politique du symbole. Des élus, il y a beaucoup gouvernants. La com a tendance à prendre le pas sur le fond. Non, en effet, l'idée qu'il faille absolument une réponse de l'État parce qu'on suppose que la population attend une réponse, donc on la suppose complètement, elle aussi, dans l'émotion, complètement infantile. Je crois que le peuple français est très adulte. Les gens comprennent bien qu'il n'y a pas nécessairement besoin de fabriquer une loi ou de revoir complètement la configuration sécuritaire des établissements parce qu'il y a eu un incident aussi horrible, fût-il. Et là, finalement, ce que fait le ministre, c'est d'essayer de montrer la puissance du politique et la puissance du pouvoir, parce que dès qu'il y a quelque chose, il se déplace. Mais en réalité, il met en scène, en effet, son impuissance. Complètement. Même chose, et là aussi, on voit à quel point l'enfer est pavé de bonnes intentions, c'est lorsqu'il y a cette espèce de prévention. Il faut prévenir l'amalgame. Donc prévenir l'amalgame, ça consiste à dire, oui, mais on ne sait pas si c'est un déséquilibré, si c'est un djihadiste, etc. Mais on a bien compris, effectivement, si le type tient des propos incohérents, c'est probablement pas un agent secret de Daesh, ça c'est probable. Mais est-ce que c'est absolument utile de mettre ça en scène comme si nécessairement le peuple allait être infantile, allait lui aussi faire l'amalgame, etc. Donc là, on tombe complètement dans ce qu'on dénonce. Nous sommes dans un cadre médiatique. Ce sont les médias qui exigent l'immédiateté. Et ce faisant, on peut le regretter et on le prend. Damien, c'est notre quart d'heure, je sens là. C'est parti. Allez, notre prochain thème, un protocole de signalement mis en place concernant les violences sexuelles dans l'Église, en expérimentation pendant une période d'1 an. Ce dispositif vise à réparer, je cite, les erreurs du passé désormais admises par l'archevêque de Paris. Il prévoit que toutes les dénonciations d'infractions sexuelles sur mineurs ou majeurs faites au diocèse et paraissant vraisemblables seront transmises de manière systématique au parquet, ce même si la victime n'a pas porté plainte. Image de ce protocole et réaction, c'était hier, Rémiette et Monseigneur au Petit. Écoutez. Ce protocole, il a pour objet de permettre la prise en compte dans les meilleures conditions possibles de la parole des personnes qui se présentent comme victimes. Et donc, il est important que la justice puisse être saisie très vite des signalements reçus par l'Église pour pouvoir mener les investigations nécessaires et faire la part des choses en accompagnant les victimes. On a remarqué que le professionnalisme justement de la justice française et de ceux gens qui font des enquêtes nous permettait vraiment d'avoir le plus vite possible une vérité à partir de laquelle on peut prendre des décisions et non pas faire des petites enquêtes comme on fait d'habitude en essayant de faire le mieux possible, mais nous n'avons pas les moyens pour le faire et donc quelquefois nos comportements pouvaient être inadaptés soit dans un sens soit dans l'autre. Émilie Zapalski, l'abus de silence est terminé concernant l'Église. J'espère, mais c'est surtout en entendant ces propos, moi je suis assez choquée parce qu'on a l'impression qu'on est au Moyen-Âge. Ils découvrent qu'éventuellement la justice peut faire quelque chose à ces histoires et c'est assez choquant qu'elle a des moyens, qu'elle peut aller plus vite, que nous-mêmes on n'a pas les moyens. Enfin, moi je trouve que c'est assez choquant par rapport à toutes les affaires qui sont sorties. Ils ont la justice canonique, la justice ecclésiastique. Ces affaires, elles ont été difficilement sorties, acceptées. On demande pardon, là on parle d'erreurs, mais c'est beaucoup plus grave. Là pour le coup, on parle de vie, de gens qui ont été maltraités, qui ont été abusés. Abus de silence, c'est l'abus sexuel qui... Mais du coup, ça va dans le bon sens, ce protocole ? Oui, ça va dans le bon sens, mais c'est très tardif. Et je pense que, moi, personnellement, je trouve que la religion, là, a des années, on parle toujours des musulmans qui ont beaucoup de retard, mais je trouve que le catholicisme a beaucoup d'années de retard. Mais moi, je dirais même sur le fait de se marier, qu'on soit prêtre et qu'on puisse se marier, ça calmerait certaines ardeurs. Mais bien sûr que c'est le même sujet, ça calmerait les ardeurs. Le sujet des abus sexuels n'a strictement rien à voir avec le mariage. Pourquoi les femmes peuvent pas être prêtres, ou en tout cas dans des versions très limitées. Vous avez le droit de le penser, mais ne dites pas que c'est parce que les hommes n'ont pas le droit de se marier. Faut pas être complètement absurde. Je pense qu'on réglerait certaines choses en faisant évoluer, mais j'irais même sur... Vous avez le droit de penser d'un point de vue théologique, vous avez d'ailleurs le droit de rejoindre des églises protestantes qui ordonnent des femmes. Et l'avancement du catholicisme, mais même, il faut aller dans une église écouter une messe. Il y a même un discours qui est complètement has-been,
comment c'est normal que les gens soient plus attirés par cette religion parce qu'elle ne s'est pas mise au ça vous nouveau étonne code. pas que précisément depuis que l'Église a essayé d'être cool, depuis que le catéchisme est devenu une école de coloriage comme ce qu'on a vécu, c'est pas les religieux autour de cette elle a essayé quand d'être plus adaptée à la population. Moi, je vais parfois dans des églises. Depuis Vatican II, ça veut dire quoi évoluer? Ce qui est fou, c'est qu'en fait, ça fait un moment que le corps de l'Église, au sens élargi, demande justement qu'il y ait une médiation extérieure. Les guides des scouts de France, scouts et guides de France, pardon, ont sorti il y a 1 an et demi, 2 ans de ça, une tribune pour demander justement que pour intervenir sur ces cas-là, on fasse appel à la justice. Ça fait des années que des familles se mobilisent pour ça. Et oui, effectivement, on a l'impression que le corps ecclésiastique, c'est-à-dire les responsables politiques de l'Église, prennent conscience aujourd'hui seulement du fait qu'ils sont désarmés par rapport à ce qu'il y a. Et c'est normal qu'ils soient désarmés. Personne n'est formé à gérer les pulsions sexuelles morbides de certains de ses membres. Ça peut arriver dans n'importe quel collectif. Et à chaque fois, pour que justice soit faite, pour que la parole des victimes puisse être entendue, et pour justement que les pratiques dramatiques ne perdurent pas, eh bien, il faut une intervention extérieure. C'est très bien que ça commence. Encore faut-il que l'ensemble des archives soient ouvertes et que tout accès soit donné à la justice. Oui, vous dites, Sandra Rogol, que l'Église s'est rendue compte qu'elle était désarmée. On peut peut-être dire aussi que l'Église n'a jamais voulu trop s'armer ces dernières années quand elle s'est rendue compte de certains points. Peut-être un point, enfin 2 points. Le premier, vous vous étonnez de la tardiveté de cette réaction. Je peux le comprendre, mais elle est historiquement explicable. L'Église était une institution autonome qui réglait ses problèmes. Elle a sa propre justice. Autonome. Ouais. Alors, il y a des restes. Elle ne les réglait pas. C'est peut-être d'un autre temps, ça, justement. Il y a des restes. Elle les étouffait. Oui, peut-être, mais il y a des restes dans l'organisation interne qui, aujourd'hui, sont abandonnés, heureusement. Mais le deuxième point sur lequel je m'interroge sur ce protocole, c'est que si des ecclésiastiques ont vent d'un certain nombre de comportements qu'ils les dénoncent, bon, c'est déjà dans le code pénal depuis longtemps, ces histoires-là, pour tout le monde. Donc, c'est pas un problème. Mais quid de la confession? Alors, je sais bien que la confession n'est plus trop à la mode. Je sais bien que le secret professionnel, parce que le secret de la confession est traité dans le cadre, plus généralement, du secret professionnel, n'est plus à la mode non plus. Mais la question que je me suis posée en voyant cette nouvelle, c'est un prêtre qui recevrait la connaissance d'une infraction de type agression sexuelle comme le cardinal dans le cadre de la confusion, aurait-il la possibilité ou le devoir d'en informer l'autorité du parquet? Et la question se pose pour un psy, pour un avocat, il y a des mesures qui sont non, ce n'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Il y a un secret professionnel, il y a un secret de la confession. Si un avocat reçoit une confession de la commission d'un crime, il ne le dénoncera pas parce qu'il a l'obligation il est tenu au secret, il ne le dénonce pas. Ce qui fait que cette évolution intéressante, utile, pose un problème de gestion juridique. L'abus de silence, ça se finit à l'Église. Petite pause, on en reparle juste après. De retour sur le plateau de Punchline et cette question, l'abus de silence, est-ce fini à l'Église? Ces images, regardez, date d'hier soir, ce protocole de signalement qui a été mis en place concernant les violences sexuelles. Moment historique avec, regardez cette signature de ce protocole entre Rémi Hetz et Monseigneur Aupetit en expérimentation pendant une période d'1 an. Ce dispositif vise à réparer, je cite, les erreurs du passé désormais admises par l'archevêque de Paris. C'est pas un petit peu étonnant, ça, Guillaume Bigot, de devoir signer finalement un protocole pour avancer, j'ai envie de dire, pour que les choses aillent dans le bon sens? Non, c'est pas si choquant. Je pense que c'est mieux vaut tard que jamais, évidemment. C'est relativement tard. Mais derrière cette affaire, il y a quand même la crise très profonde d'une institution, qui est l'institution de l'Église catholique, en particulier en Europe, surtout en Europe occidentale, mais en Europe, c'est pas vrai sur le continent africain, c'est pas vrai en Amérique latine, par exemple, mais c'est très vrai sur le continent européen, en particulier en France. Les ordinations de prêtres, c'est vraiment un phénomène
d'effondrement complet. Tant et si bien qu'on est obligé de faire appel à des prêtres de l'étranger dans beaucoup de paroisses. Et alors, il y a ce phénomène d'ordination des prêtres qui s'effondre, mais il y a aussi les églises qui se vident. Et donc, on a quand même là une institution qui part à la dérive. Alors, cette institution, bien sûr, on l'a lourdement chargée. Je comprends qu'on essaie de défendre l'Église catholique parce que d'abord, on ne tire pas sur une ambulance et qu'en plus, on n'arrête pas de lui mettre la tête dans le seau en lui disant, c'est vraiment la religion des pédophiles, etc. Tout ça est complètement stupide et faux et excessif. En fait, toutes les religions se prêtent à ça. J'ai un ami avocat qui a travaillé dans le milieu traditionnaliste juif en Ile-de-France, qui m'a dit des cas absolument sordides de pédophilie, des cas sordides de pédophilie dans le bouddhisme, des cas sordides de pédophilie dans l'islam. Tout le monde a son compte. Pourquoi ? Parce que dans une religion, vous avez une espèce d'autorité morale. Vous parlez aux gens, y compris de leur sexualité, vous leur parlez de la vie, de la mort, et vous exercez une force de morale, et y compris de manipulatoire si vous êtes quelqu'un de pervers. Or, il y a des pervers dans toutes les religions. Donc, ce n'est pas tellement le sujet. Mais je pense que le sujet, c'est quand même de faire en sorte que cette institution qui est en train de s'écrouler, elle ne peut pas ne pas réagir face à cet effondrement. Et en fait, aujourd'hui, ça attire beaucoup de fous, malheureusement. C'est la fin du secret professionnel, vous en parliez justement, Maître. La notion d'autorité que vous évoquez, à juste titre. Je crois que ce qui est intéressant dans ce protocole, c'est que c'est un acte de soumission de l'autorité religieuse à l'autorité laïque. Oui, je dirais que plus d'un siècle après la séparation entre l'Église et l'État, l'Église reconnaît... C'est que sur le diocèse de Paris, je précise. Oui, mais enfin, bon, je pense que ça va se démultiplier. C'est que le début. Oui, ce n'est que le début, probablement. On n'imagine pas que l'archevêque de Paris ait pris cette initiative sans que des autorités supérieures ne l'aient approuvée. Mais surtout, ce qui me paraît important, c'est que l'Église a son système judiciaire canonique, personnel. Et là, dans un ordre de justice, elle admet qu'elle doit se soumettre, non pas régler un problème, je ne dirais pas qu'il ne la regarde pas, mais dont le règlement judiciaire ne la regarde pas, qu'elle doit le soumettre à la justice. Ça va faire plus avancer les choses que la réunion qui avait eu lieu il y a quelques semaines au Vatican, ordonnée par le... Écoutez, je pense que c'est symboliquement très clair. Lorsqu'un phénomène de nature délictuelle ou criminelle se déroule au sein de l'Église, il regarde l'autorité dont c'est le rôle et le devoir, c'est-à-dire la justice civile. Jean-Sébastien Ferjou. C'est un long chemin, mais on ne peut pas dire... Je comprends très bien qu'on dise ça arrive bien tard, effectivement, et incontestablement, l'Église a fermé les yeux sur des tas de crimes épouvantables. Mais c'est quand même un long chemin qui a été engagé par celui qui est devenu Benoît XVI, qui était le cardinal Ratzinger à l'époque, qui s'est battu contre le Vatican de Jean-Paul II, parce que c'était un sujet qui peinait à intéresser Jean-Paul II, notamment parce que Jean-Paul II était proche des légionnaires du Christ, dont le fondateur s'était rendu coupable, mais de trucs extravagants. Il faisait bénir ses propres enfants par le pape. C'était extravagant, même si évidemment Jean-Paul II ne validait pas ça, mais enfin il fermait plus les yeux. Benoît XVI a fait changer l'Église. L'Église a changé depuis Benoît XVI. Maintenant, que ça ait mis du temps parce que les structures humaines sont ce qu'elles sont, je suis désolé, mais les mêmes protocoles, ils existent dans l'éducation nationale. L'éducation nationale, elle peut toujours aujourd'hui muter dans une autre académie un professeur ou un enseignant dont on sait qu'il s'est rendu coupable de pédophilie. Ça continue à exister aujourd'hui. Donc les structures humaines, elles sont ce qu'elles sont. On ne peut pas dire que l'Église, elle se réveille seulement aujourd'hui. Je serais le dernier à dire que c'est défendable. Effectivement, ils ont mis beaucoup trop longtemps à réagir, mais ça fait quand même maintenant plus de 15 ans que la dynamique, ou 10 ans en tout cas, que la dynamique. Et vraiment, il faut saluer là-dessus l'action de Benoît XVI, parce que je vous garantis que quand lui s'est saisi du dossier, il y avait énormément de résistance. C'est le début de la fin pour peut-être juste canonique ou pas, juste un mot chronologique. L'Église était un ordre souverain il y a un peu plus de 2 siècles. Elle se soumet à l'autorité civile. Ça me paraît une évolution. Alors bien sûr, on peut trouver que oui, normal. Rassurez-le, le fait de ça a été un peu long. C'est une évolution heureuse. Bienvenue en République. Mais en tout cas, on voit qu'il y a derrière ça la volonté, par rapport aux familles, par rapport aux victimes, de faire la lumière sur ce qui s'est passé. Parce que certes, il y a une justice ecclésiastique, mais elle reste en famille, elle ne sort pas. Et là, ce que réclament les victimes, c'est que toute la lumière soit faite sur ce qui se passait avant dans l'ombre. Donc là, c'est la fin des enquêtes internes, en gros. Exactement. Et ça, c'est un message très bénéfique, en tout cas, pour les victimes et les familles de victimes. Mais il faut, encore une fois, je le répète, que ce soit global, que ce soit accepté, que les enquêteurs et enquêtrices aient accès à
toutes les archives et qu'elles aient accès à l'ensemble des informations que détient la force politique du clergé qui est en place. Et là, pour le coup, parce que tout à l'heure on critiquait l'action des médias, c'est bien qu'il y ait une focalisation sur cet acte-là et qu'on communique, parce qu'en effet, ça montre qu'on va aller au-delà, qu'enfin la justice va pouvoir s'en saisir, et c'est important. Moi, je suis du même avis que vous, Sandra Régold, pour les familles, parce que des familles à qui on dit on peut rien faire ou on étouffe les affaires, c'est terrible. Donc c'est une reconnaissance même a posteriori. Justement. Je pense que c'est très important pour les victimes, pour les parents des victimes ou les familles. Je suis d'accord facialement avec ce que vous dites, sauf que la réalité des situations qui se présentent, elle n'est pas exactement celle-là. Pourquoi ce dispositif, il est important ? Il est important parce que là, c'est l'Église qui s'engage à réagir quand des faits sont portés à sa connaissance. Si vous revenez sur l'affaire de Monseigneur Barbarin, qu'est-ce qui s'était passé ? Il y avait des familles qui ne L'appel est prévu le 28 novembre prochain. Qui ne voulaient pas porter plainte. C'est-à-dire que ce que vous dites, la demande des familles, il ne faut pas confondre la demande des victimes elles-mêmes et la demande des familles. Parce que bien souvent, mais c'est le cas dans l'Église ou c'est le cas dans d'autres... On a parlé des violences conjugales, c'est le cas aussi. C'est compliqué aussi de porter plainte. Donc je pense que médiatiser, c'est pour ça que ça aide. Ce que je voulais vous dire, qui est important, c'est pas que l'Église voulait à tout prix. Bien sûr que bien souvent, elle a voulu s'épargner le scandale. Mais c'est pas qu'elle voulait à tout prix éviter le scandale. Quand des victimes décidaient de porter plainte ou des parents décidaient de porter plainte, l'Église n'a jamais pu se soustraire à la justice de la République. Donc c'est pas ça qui se joue. Là, ce qui se joue maintenant, c'est que l'Église maintenant, et ce que Monseigneur Petit met en place, c'est que bien souvent, vous pouvez avoir dans certaines communautés, ou peut-être chez des gens, on parlait des phénomènes de manipulation, d'emprise ou l'autorité. Oui, qui n'arrivent pas à porter plainte. Parfois des familles qui ne voulaient pas que leurs enfants portent plainte parce que eux-mêmes, les parents, ne voulaient pas porter atteinte à l'image de l'Église. Et donc ce dispositif-là, mais c'était pas forcément l'Église elle-même qui était en cause, même si elle s'est rendue coupable de bien d'autres. Alors quel est le sentiment, quelle est la réaction des associations des familles de victimes ? Regardez, je vous montre le sentiment de François Deveau, qui est présidente de l'association de la parole libérée. De toute évidence, c'est une très bonne chose. Les affaires de délits et de crimes commis sur le territoire national relèvent de la justice et pas de l'Église. Et il précise, il demande même à ce que justement, l'Église finance un système d'indemnisation. Pour vous, maître, c'est la prochaine étape ? On va se diriger peut-être vers ça. Là, il va falloir attendre des années et des années. Les problèmes d'indemnisation, ça se règle aussi dans la vous y connaissez donc. Civile. La justice civile juge des culpabilités pénales et prononce des indemnités civiles. Puisque le problème est de justement tout donner à la justice civile, elle s'en occupera. Mais ce qui me paraît intéressant dans cette situation, c'est que un phénomène, vous évoquiez le dossier du cardinal Barbarin. Le cardinal Barbarin a été un bouc émissaire, puisque finalement on a trouvé qu'il y avait un scandale à ce que les choses en général ne soient pas dénoncées. Aujourd'hui, qu'une voie est tracée, qu'elle est officielle pour que la justice civile soit saisie de tous ces problèmes, on pourra peut-être se passer du bouc émissaire qui est en général l'inverse de la justice. Le lien est assez complexe entre cette question de célibat, de chasteté, c'est pas tout à fait la même chose d'ailleurs, et puis ce qui est évoqué là, la pédophilie. Le lien est complexe, mais il existe, et je pense que ça interroge réellement et symboliquement la question de la crise de l'Église catholique. Et le paradoxe, c'est que je crois qu'on a à la fois une Église, et on le voit avec les déclarations récentes du pape, qui est dans cette espèce de gauchisme culturel, comme le dit Le Goff, et vive les migrants, abat la souveraineté, etc. Et simultanément, il y a un raidissement ultra-conservateur sur la question de la sexualité. Or, en fait, il y a besoin à la fois d'une sacralité, de quelque chose de vertical et en même temps de lâcher du lait sur cette affaire sexuelle. C'est complètement délirant, ce raidissement sur la position du Concile de Trente qui date du XVe siècle. Enfin. Et ce sera le mot de la fin. Merci à tous les six d'avoir été avec nous ce soir dans Punchline, toujours en direct. Dans un instant, vous retrouvez Julien Pasquet. Merci à Damien Fleureau, Guillaume Bigot, Émilie Zapalski, Jean-Yves Le Borne, Sandra Regol et Jean-Sébastien Ferjou, d'avoir été avec nous ce soir. N'oubliez pas le documentaire exceptionnel ce soir sur Emmanuel Macron, avec Emmanuel Macron dans les coulisses du G7, c'est à 22h35. Et tout de suite, c'est Intégral Week-end avec un certain Julien Pasquet. Bonsoir Julien. Je veux juste préciser, j'adore les chaussettes de Guillaume Bigot qu'on voit sur de cardinal. Magnifique. Générique. À tout de suite.